Hello les crinqués! On dit qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme. Mais pas du chat. Mais pas du facteur non plus. Ils sont partout. Aujourd'hui, pour l'épisode 58, les chiens. Marc de Paperman Gagnon, Martin le Visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les crinqués. Pour le 58e podcast, oui, nous parlons des chiens. Puis finalement, c'est-tu parti d'un pas game, ça? Je pense que oui. Hein? On s'était dit, bon, on va parler des chiens, le Martin va aimer ça. Ah, c'est sûr, parce que j'adore les chiens. Mais c'est vrai. Et là, après ça, on se dit, ouais, mais attends un peu, il y en a un là, il y en a un là, il y a lui, il y a lui. Ça arrêtait plus. Finalement, dans la culture populaire, le chien est présent. Okay? Donc, Martin, le Visionneur Boisvert, je vais commencer par toi, salut. Oui. Marc de Paperman Gagnon, salut. Salut. Bienvenue au podcast des crinqués. Yes. Je rappelle le concept. On prend justement un thème, comme aujourd'hui c'est le chien. On essaie de voir où ça se situe dans la culture populaire, pourquoi c'est dans la culture populaire, pourquoi on aime ça, comment on peut en savoir plus puis en consommer plus de ce thème-là. Donc aujourd'hui, c'est les chiens. On peut nous suivre sur podcastdescrinqués.website. On peut nous suivre en vidéo sur YouTube grâce à Dr. Phone. Yes. Salut à Mathieu. On peut nous écouter sur plein d'autres plateformes également. Notre podcast est vraiment pas difficile à trouver. Eric en congé aujourd'hui. Bon, parce qu'on le dit souvent, on a des vies aussi. Mais c'est pas grave. On va faire un bon show pareil. C'est ça. J'ai quand même trouvé du matériel côté jeu en ce qui a trait aux chiens. OK? Avant d'embarquer là-dedans, parce que des fois, je me pose la question, puis des fois, je sors des définitions ou des anecdotes. Pourquoi le meilleur ami de l'homme? J'en ai aucune idée des animators. C'est ça. Et toi, de toute façon, le chien n'est pas ton ami. Non. Mais regarde, mais c'est une expression, le meilleur ami de l'homme, parce que c'est l'homme avec un H majuscule. On aurait pu dire de l'être humain, parce que ça inclut les femmes et les enfants. Mais moi, je peux peut-être je sais pas si t'avais d'autres définitions, mais moi... Oui, mais je vais avoir de quoi, là. Le meilleur ami de l'homme, on peut souvent le définir parce que c'est un animal qui est fidèle, et même après la mort. Et on voit souvent des chiens, puis ça on pourrait en parler pendant le podcast, mais des chiens qui retournent à des endroits où que son maître est décédé, les cimetières, les chiens viennent, se couchent aussi. Il y a cette odeur-là qu'ils sont capables de reconnaître, et c'est pour ça qu'on souvent on dit c'est le meilleur ami de l'homme, parce qu'il est très proche de l'être humain, même après sa mort. Oui, je pensais qu'il parlait de la mort du chien puis qu'il revenait après sa mort. C'est pour ça que j'ai fait... Non, ça c'est cimetière vivant. Cimetière vivant. Mais extrait d'un article de Futura Santé, diffusé le 14 janvier 2018, Science décalée, pourquoi le chien est le meilleur ami de l'homme. On dit premièrement, les processus de domestication du chien restent encore un peu flous, mais ça remonte à 33 000 ans. Ce serait le premier animal domestiqué, le chien, parce que la domestication des autres animaux, c'est venu avec l'agriculture. Oui. Oh. Tandis que le chien, lui, était là, entre autres pour la chasse, non? On s'en doute bien. Donc, à une époque où l'homme vivait encore de la chasse et de la cueillette, bien avant l'agriculture. Or, toutes les autres espèces domestiques sont arrivées après. Comment le lien s'est créé entre le chien et l'homme? Bon, évidemment, avant d'être un chien, c'était un loup, là. OK? Ouais, il y a encore des chiens loups, comme on appelle un peu, là. Aussi, mais on dit que l'homme et le chien partagent plusieurs caractéristiques. Ce sont des espèces sociales, vivant sur un même territoire et chassant les mêmes proies. Il y a ça en partant. Elles peuvent donc intrinsèquement cohabiter si elles arrivent à surmonter cette rivalité. Mais insuffisant pour en faire les meilleurs amis du monde, c'est la question que l'article posait. Il y a une étude de 2014 qui révèle que, comme nous, le chien est pourvu d'une région de son cerveau sensible à la voix et qu'il sait y interpréter les émotions de l'émetteur.
qu'il soit à 4 pattes ou sur 2 pieds, exactement comme l'homme le fait. Donc, si nous, on est capable de comprendre les émotions de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un animal, le chien aussi est capable. Donc, on serait attirés l'un vers l'autre. Évidemment, si on n'est pas allergique aux chiens, comme moi je le suis. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas allergique aux chiens. Je possède. Non, t'en as un, oui. Je possède un chien qui est de la race berger Shetland et il se nomme évidemment un petit côté geek Logan, évidemment. Pourquoi je l'ai appelé Logan? Ben, à cause des grandes griffes? Non, parce qu'il fait couper les griffes. Ah, là. Bon, bonne non, nouvelle. sérieusement, là, parce que Logan Wolverine, souvent, on le voit avec un gros poil un peu qui déborde du côté des joues, et c'est ce que mon chien a, effectivement. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Logan par rapport à cette ressemblance-là. Mais, écoute, effectivement, c'est le meilleur ami de l'homme. Moi, je peux pas m'en passer. Ça. OK. Ben, dans la culture populaire, livres, télé, cinéma, jeux, le chien, il est présent. Dans la littérature, particulièrement la BD, il y a des chiens. Il n'y a pas tant que ça, je te dirais. Il a fallu que je me limite à peu près à 30. Ah, OK, ben c'est pas pire. C'est pas pire. Mais mettons, là, commençons par le bout facile. Là. Oui. Dans les romans, il y en a-tu? Écoute, Cro-Blanc. OK. Jack London, qui est un chien-loup, qui a été écrit au début des années 1900, qui est réellement l'histoire d'un chien-loup qui apprend à vivre avec l'homme. On peut pas avoir plus chien que ça. Là. C'est pas un chien qui vit avec un humain, c'est vraiment l'histoire d'un chien-loup. Alors ça, je pense que c'est comme un incontournable. Mais les chiens sont un peu partout dans les histoires. Et puis, comme on parle plus de trucs gays qui est populaire, mais je me suis concentré un peu plus sur le côté fantastique, le côté horreur, parce que vous savez que c'est mon dada. Hein? Je suis un peu comme passé là-dedans. On peut pas passer à côté de Cujo. De Stephen King. C'était prévu, mais c'est pas grave, je vais en reparler quand même. On y va, on roule. On se chevauche. Si tu parles de Cujo le roman, tu parleras de Cujo le film. On part. Cujo, c'est un Saint-Bernard qui est à la base, qui est un chien très, très, très gentil, qui va arriver dans une genre de caverne et qui va ressortir de là avec la rage, ce qu'on appelle. Et à partir de là, il va devenir un chien tueur, on va se le dire. Là. Un chien qui va traumatiser et assassiner plusieurs personnes. C'est pas non, en tout cas, si on parle du film, il est assez... Mettons qu'il y a une mâchoire qui pourrait démolir... Mais... Marc, je pense que le roman a été plus populaire que le film. Oui, comme la plupart des adaptations de Stephen King. Non, mais c'est parce que le film, ça laisse un petit peu... je vais en reparler plus tantôt, mais si les gens... chevauche, là. OK, si les gens devaient choisir, je pense, allez-y avec le roman. Le film, il est intéressant, mais c'est parce que le problème de ce film-là, c'est au niveau du scénario. OK. On passe quasiment 1 heure sur les relations du chum pis de la blonde pis qui veulent se séparer. Ben ouais, mais c'est important dans le roman. C'est aussi dans le roman peut-être, mais que tu passes 1 heure du film à parler de ça, je pense que c'est un peu... en tout cas, personnellement, on aurait pu mettre un petit peu plus de lien avec le chien, mais la dernière demi-heure, sérieusement, là, ça donne la chienne, là. Vois-tu ce que Martin... La chienne? Non, je suis fier de toi. Ce que Martin dit là, c'est une des raisons pourquoi Stephen King est si difficile à adapter. Okay. Parce que majoritairement, les romans de Stephen King, malgré que ce soit de l'horreur et du fantastique, c'est toujours basé sur les relations humaines. C'est toujours basé sur des relations familiales conflictuelles et difficiles. Oui. Alors pour lui, c'est une façon exutoire de parler de ça parce que il parle de ce que l'humain est, mais il va le mélanger avec l'horreur. Okay. Je l'ai déjà dit quand on avait parlé de Stephen King. Là, le roman, c'est excessivement important parce que le jeune garçon, il vit des moments difficiles, les parents chicanent et tout ça. Ouais. Puis, écoute, à la fin, c'est dramatique, il meurt, là, le petit gars. Là, je veux dire, il meurt de déshydratation parce qu'il est pogné dans la voiture, parce qu'il ne peut pas sortir, puis sa femme et sa mère sortent, mais pas à temps. Puis, écoute, c'est l'horreur. L'horreur, c'est pas le chien. L'horreur, c'est pas la bête qui mange les autres. L'horreur de ce film-là, c'est les deux parents qui sont pas capables de protéger son enfant puis qui voient son enfant mourir à cause d'eux autres. Puis la finale, ça finit que le chien est mort à coups de batte de baseball.
Mais c'est violent. Mais que le garçon, lui, il est mort aussi. Comment... c'est ça l'horreur de Stephen King. C'est au-delà du fantastique, c'est ça l'horreur. Le chien là-dedans, ben, c'est rien qu'un catalyseur pour nous faire peur, pour augmenter la situation dramatique de la famille qui vit un conflit. Mais ce qui c'est un putain de grand roman. Excuse-moi le juron, là. Mais c'est mais il est bien placé. Mais je pense que c'est inspiré un peu de son histoire parce qu'il a perdu un enfant. Stephen King, ma connaissance, je me trompe-tu? Je peux pas te dire en tant que tel. Je sais que l'histoire, à l'époque, je connais pas toutes les anecdotes de Stephen King. Là, je le connais pas par cœur non plus. Là. Mais c'est lors de... Il était en moto, je pense, puis il a vu un moment donné qu'il était parti d'un coin perdu un gros Saint-Bernard, puis ça l'a marqué. Puis il parle souvent de ce qui l'a marqué dans ce roman-là. Mais peut-être que oui, je sais pas. Mais il me semble que j'ai cru entendre ça. Mais ce qu'il faut retenir de ce film-là, c'est... on a voulu mettre la rage de la rage de ce chien-là en utilisant beaucoup la bave, le sang. Il était vraiment... Écoute, c'était rendu quasiment un monstre, là. Et moi, ce qui a été convaincant avec ce film-là, c'est... Sérieusement, là, il faisait vraiment peur, ce chien-là. Moi, je le regardais, là, ce film-là, là, puis je me dis... Oh les shit, faudrait pas que je me retrouve à côté de lui. Ben c'est clair qu'avec la force de la mâchoire qu'il avait, là, il t'arrachait le bras, là. C'est sûr. Ben, c'est pour ça que je te dis, ce film-là, c'est pas un mauvais film, mais si tu veux voir Cujo, sois patient. Tu le verras pas. Si tu t'attends à voir dès le départ le chien, tu l'auras pas tout de suite, ce film-là. Mais je te dirais que ça finit très violent. Ah ouais, c'est clair. C'est très violent. Ça finit violent dans le film et dans le roman. OK. Si je vous dis Capi, Serbino et Dolce, je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Rémi sans famille, en tant que tel, c'est tiré d'un roman qui a été paru dans les années 1878. Pourquoi j'en parle du roman? Pas parce que je l'ai lu, je vous mentirais, je l'ai pas lu, puis je le lirai pas, puis ça m'intéresse pas, puis je vous le dis tout de suite. Par contre, la série animée qui est basée sur ce roman-là, quand on dit qu'on fait du pouce chacun sur nous autres, là, est tellement importante, ça a tellement été populaire et ces trois chiens-là ont tellement fait partie de la vie de plusieurs enfants. Il était avec Rémi, c'était vraiment un peu... Là, on peut dire que c'était vraiment ses meilleurs amis. Il faisait du cirque avec lui. Et puis, on se rappelle tous de la scène extraordinairement triste où ce que son maître meurt, où ce que les chiens sont là au cours de lui. Puis à un moment donné, ils s'entretuent, ils s'entremangent parce qu'ils ont trop faim. Écoute, c'est horrible, mais ces chiens-là ont eu un impact majeur au niveau de la culture populaire. Qui ne connaît pas Rémi sans famille? Ils sont en train de refaire un remake, je crois, en film. Me semble. Ouais, alors ça, écoute, c'est un classique au niveau de la culture populaire. Et oui, c'est basé d'un roman, mais non, je ne le dirai pas. Je vous mentirai pas, là. À un moment donné, il faut pas non plus exagérer. Je tombe en début 1900. Ça fait à peu près une dizaine d'années que son personnage est mort. C'est Arthur Conan Doyle qui revient avec les chiens de Baskerville. Sous la pression populaire et sous certaines lettres de menaces, il décide de refaire une aventure. Alors, c'est la première aventure après la mort officielle de Sherlock Holmes. Bien qu'elle ne se retrouve pas dans la continuité, ça veut dire que ça ne se passe pas après le dernier chapitre, je crois que ça s'appelle, ou en tout cas, je m'en souviens plus, là, mais où ce qui meurt contre Moriarty. Il refait les chiens de Baskerville qui se passent avant ou dans une continuité comme ça. Roman extrêmement populaire, un de ses plus populaires d'ailleurs. Moi, je l'ai jamais lu, puis je connaissais le titre. Et voilà, qui a été adapté nombreuses fois en série animée, en dessin animé, en film, plusieurs fois en film. Écoute, on suit la malédiction des Baskerville, qui est une famille où ce que un des membres de la famille des Baskerville va être tué par un chien qui est considéré comme un genre de monstre. Et ils vont communiquer avec Sherlock Holmes pour essayer de découvrir c'est quoi qu'est-ce qui est arrivé en arrière de ça. Bien entendu, Sherlock Holmes, c'est pas quelqu'un qui croit au fantastique. Alors, pour lui, c'est sûr et certain qu'un monstre qui lui dans la nuit, tout vert, avec qui morve, puis tout ça, là,
Ça l'impressionne guère. Par contre, c'est une de ses enquêtes les plus difficiles qu'il va faire. Il va être une partie dans le roman où il ne sera plus là du tout. À un moment donné, il va complètement quitter l'enquête pour aller faire quelque chose de son côté. C'est Watson qui va reprendre l'enquête. Il va revenir vraiment pour confronter le fameux chien de Baskerville qui, je vous compterai pas le punch parce que ça, c'est quand même intéressant de le lire. Ben oui. Mais on se doute bien que c'est pas un monstre venu de... Non, vraiment pas. Puis ce qui est marrant, c'est que dans les adaptations, on le voit pas comme dans le roman. Dans le roman, il est vraiment comme vert fluo. Ils mettent des produits sur lui, puis un paquet d'affaires pour essayer de le rendre vraiment plus méchant. Puis à l'époque où ça a été fait, il n'y avait pas il n'y avait pas la technique pour le faire. Fait que c'était plutôt un chien ordinaire. Fait qu'on n'a jamais eu vraiment le côté un peu plus horrifique de Conan Doyle qui jouait pas beaucoup dans ce domaine-là, dans le fantastique puis dans l'horreur, mais le chien de Baskerville, il y a un petit côté horreur à l'intérieur de cette nouvelle-là. Puis je pense que c'est ça que ça a fait que ça a été extrêmement populaire. Alors ça, c'est vraiment un très très bon roman. Mais encore là, le chien, c'est un personnage secondaire. C'est quelqu'un qui est là pour créer une situation et confronter Sherlock Holmes. Mais je sais que dans les films, souvent, il y a un gros pourcentage des films de chiens, c'est des comédies. Il y a un gros... Toi, Marc, dans les romans, de ce que tu me dis, ça n'a pas l'air nécessairement être drôle. Peut-être plus en BD. En BD, oui, je m'en viens. Mais pourquoi en roman, c'est plus... Il n'y a pas cet humour-là. On l'a en BD, c'est parce qu'on l'a en dessin, on peut l'exprimer en dessin. Je pense que le chien est capable, il s'adapte bien en genre de caricature. C'est ça. Il se fait bien... C'est ça, un chien drôle d'un roman, ça sert pas. Ça sert pas, je dis. Ouais, puis ça doit être dur à décrire aussi. Et un chien qui parle, qui discute, comme dans les BD, en roman, c'est plus ça difficile. Passe mieux. C'est plus difficile. C'est ça. Le Molosse. Le Molosse, qui est une nouvelle de Lovecraft. Alors, Lovecraft aime beaucoup s'amuser avec les animaux aussi. Puis dans le Molosse, on a deux... on va dire des archéologues amateurs qui s'en vont dans un pays lointain pour aller chercher, pour piller une tombe. Là. On s'entend là, que c'est deux tatas qui pillent des tombes. Là. Puis ils vont trouver une tombe de sorcier avec un amulette de chien. Et puis ils vont dire c'est quoi ça, ils vont la ramener ces jeux parce que c'est sûr que quand tu trouves quelque chose comme ça, la première affaire que tu fais c'est de la ramener chez vous, c'est clair là, on l'a vu dans l'Exorciste, ils trouvent une petite figurine, on la ramène chez nous. Exactement. Indiana Jones a souvent fait ça. Indiana Jones aussi, fait que fuck la malédiction, puis c'est pas grave là. Mais bref, l'amulette en tant que telle, c'était une réincarnation du sorcier qui se transformait en chien, mais un chien désincarné là, vraiment genre zombie et tout ça. Puis il va démembrer un des deux tatas, puis l'autre devant l'incroyable apparition fantastique de ce phénomène-là va se suicider. Ça finit toujours bien les romans. Oui, absolument. Honnêtement, j'ai hâte de lire ça. On est dans la comédie. J'ai hâte de lire ça. Moi. On est dans la comédie, effectivement. Puis dans la mythologie de Lovecraft, il y avait des chiens de Tandalos, mais qui n'a pas été créé par Lovecraft. Le Molosse, pourquoi j'en parle? Parce que ça a été une des premières fois où il parlait d'une fameuse Necronomicon, qui est le fameux livre de l'arabe fou, qui est un peu la base de sa mythologie. C'était une des premières fois qu'il en parlait, vraiment, à l'intérieur de ce roman-là. Et on parle de chiens à l'intérieur de ça. Les chiens de Tandalos, qui a été créé par quelqu'un d'autre, mais qui fait partie de cette mythologie-là, qui est une race de chiens qui se promènent à travers les dimensions. Mais au lieu d'être dans une dimension conique ou ronde comme la nôtre, ils sont dans des dimensions faites par les coins. Ils se promènent par les coins. Ils peuvent rentrer dans les coins, ça veut dire que si tu as une chambre qui est ronde, ils peuvent pas venir. Mais comme ici, ils pourraient se promener dans les dimensions, mais ils apparaîtraient dans les coins. Pour venir nous... en tout cas, c'est super le fun. Ouais, mais Pac-Man, ça fonctionnait pas de même aussi. Là. Tout à fait. Tu pouvais rentrer par les côtés. Oui, c'est vrai, hein? Et là, on tombe dans le joyeux. Ben oui, enfin, de la comédie. Dans le joyeux Boule et Bill. Oui, j'ai pas pensé à Jean Robert. C'est quoi la race de ce chien-là? C'est un cocker. Oui, avec les grandes oreilles. Là. Ouais, alors là, on tombe vraiment dans l'humoristique. Boule, qui est un petit garçon, probablement, dans 7-8 ans. 7-8 ans, dans ce coin-là. Et Bill, qui est un cocker, un chien qui parle dans la BD. Il se parle à lui-même, mais il n'a pas la capacité de parler avec les autres, mais il réfléchit, il parle. Très intelligent, mais excessivement aussi espiègle. Et bien entendu, il va amener Boule
dans ses aventures et ça va faire des situations qui sont excessivement comiques. Oui. Et c'est un grand mangeur, ce Bill. Alors, il aime beaucoup la viande, il aime beaucoup jouer également et il n'aime pas prendre son bain. Ça, c'est comme symptomatique de la majorité des chiens. Oui. Une fois par année. Il n'aime pas ça. Ça, c'est un classique. Un grand classique. Il y a eu 2 films, je crois, et à ma connaissance, ce n'est pas des succès. Non. D'ailleurs, les films... C'est des adaptations de BD françaises. BD franco-belge. Marc pourrait nous en parler longtemps, mais c'est absolument... c'est rarement gagnant. Ça m'intéresse pas de les regarder, alors... pour moi, ça reste en BD. Et ça continue, Bully Bill, malgré le départ de Robot. Robot, il est parti. Oui. Parce qu'il y a encore des nouvelles BD, des nouvelles... ils continuent en... Il y a certains personnages qui partent avec leurs auteurs, mais pas dans ce cas-là. OK. Écoute, on est en Action Comics en 1955. Okay. On a un personnage extrêmement populaire qui est... Pas Crypto. Krypton! Crypto the Dog. Crypto the Dog qui est le chien de Superman. Y a-tu un... oui. Attends. Superman a un chien. Ben oui. Il est blanc avec une cape rouge. Ben oui. Il y a eu des dessins animés de ça. OK, au cinéma, non. Ils l'ont jamais Moi, je l'ai jamais vu, en tout cas. Même série télé... il y a jamais... avec la série télé live action en noir et blanc, là, avec George Reeves, là, il n'y a pas eu de chien là-dedans. Mais honnêtement, là... Est-ce que ça fait sérieux, un chien avec Superman? Ouais, mais là, t'es dans les années 50, là. C'était considéré comme... Non, t'es dans les années 50. très mal, Superman. Mais... Il vole-tu, le chien? Il a les mêmes pouvoirs que Superman. Non, oui. Il vient de la planète Krypton. Ah oui, il a les mêmes pouvoirs, il est intelligent, il parle pas, par contre, il réfléchit comme un humain, il a force, résistance... Oh, ça, je peux pas te dire. Mais moi, il me semble que oui. Il a les mêmes pouvoirs que Superman. Puis il vient direct. Il vient de Krypton. Mais il est arrivé après. Ben, officiellement, je pense qu'il est arrivé dans la même capsule, mais il s'est sauvé quand la capsule est ouverte. Je me souviens pas trop, là. Mais à cette époque-là, ça veut dire, en déposant le bébé dans la capsule, ils ont mis le chien là. Je crois que. Probablement. Ça que je remonte, là. Mais à cette époque-là, là, même Batman, t'avais Batmite, là. Oui. C'était pas un chat. Non, je sais pas trop quelle bébite que c'était, là. C'était un peu comme l'homme impossible pour les 4 fantastiques, là. C'est ça, t'as raison. C'est que c'est le père à Superman qui l'a envoyé dans une fusée test pour vérifier, puis il est arrivé après Superman parce qu'il s'est perdu dans l'espace. OK. Voilà. Superman est arrivé. Non, mais je trouve ça. Mais en bande dessinée, peut-être ça passe bien, mais en film, ça passerait pas bien. Le Superman accompagné d'un chien cap. Il y a une série de dessins animés uniquement sur ce chien-là. Oui. Ça, je sais. Honnêtement, mais évidemment, c'est pour public plus jeune. Là. OK, mais... Même... honnêtement, non. J'irais à soir, là, je vais me coucher beaucoup plus intelligent. J'irais au public des Teletubbies, là, pour ce qui est de chien, là. Oh, oui. OK. Oh, oui. Hey, on parle-tu d'Audi? On parle d'Audi, certain. Audi. Moi, Audi m'a fait pleurer, moi. Mais vous le savez, je chochotte. Ouais, t'es chochotte un peu, là. Jim Davis, création d'Audi, qui est un peu comme le souffle-douleur de Garfield. Alors, Audi, c'est quelqu'un qui est toujours comique, toujours drôle, toujours heureux, sourit tout le temps, malgré le fait que Garfield lui fait vivre les pires atrocités. Audi est toujours là. Ah non, Audi, c'est le souffle-douleur. C'est le souffle-douleur, ouais, mais à un moment donné, il est tellement fin que même Garfield éprouve une certaine sympathie pour lui. D'où mes yeux humides. Ouais. Malgré le fait que Garfield soit, on va le dire, un enfoiré de première. Là, un baveux. C'est ça. Il a tous les défauts du monde, ce gars-là. Ce chat-là. Il est aimé parce qu'il est détesté. Non, oui, parce qu'il est détestable. C'est ça. C'est ça. Puis on aimerait peut-être ça être comme lui. C'est ça. Mais justement, Garfield, oui, à la télé, on l'a vu beaucoup. Ouais. Donc, Audi, on l'a vu beaucoup aussi. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un spécial télé. Je me rappelle pas du titre. C'est pas les 9 vies de Garfield? J'ai aucune idée, mais Garfield perd Audi. C'est les 9 vies de Garfield, je crois. OK. Bon, probablement là, attrapé par la fourrière ou peu importe. Ouais, je me souviens de cette émission-là. Et Garfield... Il était ramard. Non, mais il est content au début. Il est très content. Enfin! OK? Mais il se rend compte que... fait tout pour aller le sauver. Puis je pense qu'à un moment donné où il y a comme un point de non-retour qui se rend compte qu'il sera pas capable.
Mais ça m'a fendu l'âme. Ben, probablement qu'il voulait le sauver parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait plus personne pour écœurer. Ah non, ben c'est sûr. Tu sais, il y a un peu de il ça est plus aussi. lui-même Je vais aller le sans chercher, Audi. puis je vais pouvoir le recommencer à l'écœurer. Garfield, il le dira jamais, mais Audi, c'est son meilleur ami. Ben oui, Il ne dira jamais ça non plus. Il y a trop de plaisir à l'écœurer. Ah ouais. Tu sais, les deux là, sont vraiment comme frères et sœurs. Là. C'est ça. Mais C'est amour et haine. Moi, un chien, en dessin animé ou pas, ça peut venir me chercher les larmes. Ouais, effectivement. Même si je suis allergique. Les 101 dans le Massien, exemple. Ben oui. On peut pas passer de chien sans parler de Pluto. De Walt Disney. Aussi. Lui, j'ai été longtemps à me questionner si c'était un chien. Parce que... oui. Non, mais il était comme. Il avait pas l'air d'un chien. Ouais, mais là, toi, tu parles de Goofy. Ah, c'est pas le même. Non. Pluto, c'est vraiment le chien. Goofy, c'est un chien, oui, mais il agit comme un homme. Comme un homme. Tandis que Pluto, c'est vraiment le chien Mickey. C'est le chien fidèle de Mickey Mouse. OK, parce que Goofy, je me suis tout questionné. Est-ce que c'est vraiment un chien? Goofy, lui, il est noir. Oreilles. C'est ça, il est noir, mais Pluto, il est orange. Il n'y a pas le museau d'un... Oui, ben ça, il y a le museau de chien Disney des années 50, là. Mais c'est vrai que lui, il agit plus comme un être humain. Oui, parce que c'est des anthropomorphes, là. C'est ça. C'est vraiment ça, là. Parce que même à ça, il y avait un documentaire sur la conduite automobile. Oui. Que c'était Goofy qui conduisait pour parler de rage au volant. Ils ont même fait des épisodes de sport de Goofy Sport. Oui, ça, j'ai vu le ça. Le hockey, le baseball, le football, Goofy. Écoute, c'est marrant, mais Pluto a toujours été un chien. Ouais, Pluto, lui, c'est un chien qui parle pas, qui a l'attitude d'un chien. Et court après le bâton. Et c'est le meilleur ami, bien entendu, que Mickey Mouse. Puis je pense que c'est un personnage qui est excessivement important. Dire, écoute, on est dans les années 30 à peu près, là, 30, dans ce coin-là. Là. Oh, oui. Fait que Walt Disney, qui est un créateur extraordinaire, là, fait qui a créé ça. Oui. Tu te souviens, bien entendu, de Pif Gadget? Ah, ben oui. Hein, Pif, je pourrais pas te dire qui a créé Pif en tant que tel. Moi non plus, parce qu'il y a eu plein de dessinateurs. Ah, c'est ça. La vie éditoriale de Pif est extraordinairement variée, mais c'est quand même un personnage que tout le monde a connu. Mais Pif c'était Gadget. un des rares chiens amis avec un chat. Oui, c'est vraiment qu'il s'appelait son chat. Hercule, le chat, c'est vrai. Parce qu'il faut s'entendre, c'est tout le temps la guerre entre les deux. C'est ça. Peu importe dans les films. Sont comme chien et chat. Oh. Mais oui, c'est vrai que Pif a quand même aussi, au-delà du fait que c'est un chien, là, je te parle de la BD, ça nous a amené à lire plein d'autres stocks. Oui, parce qu'il y avait d'autres histoires à l'intérieur de ça. Et Pif, c'est un chien qui est debout sur deux pattes, qui parle. Alors, on a vraiment le concept du chien parce que il y avait un autre chien dans Pif Gadget. Je sais pas si tu t'en vas vers ce chien-là. Lequel? Cupidus? Non. Ah, ben peut-être aussi. Il y avait Cupidus dans Pif Gadget, me semble aussi. Me semble, mais Guéluron. Ben oui, je l'ai aussi. OK, bon, je vais en parler. Je t'ouvre la porte parce que ça aussi, c'en était un chien qu'on suivait dans Pif Gadget. Ben là, Guéluron qui est un personnage de Gottlieb qui est probablement un des plus grands BDistes de tous les temps au niveau humoristique. C'était un gars qui a brisé les barrières tant par son scénario que par son dessin. Et effectivement, Guéluron était un personnage excessivement important pour lui, qui a délaissé un peu à un moment donné, mais oui, il faisait partie de ces histoires-là. Puis il faisait pas partie des chiens épais, là. Me semble qu'il était cultivé au bout. La majorité des personnages de Gottlieb, c'était de l'humour qui était très, très pointu, très intellectuel, Gottlieb, hein. Et dans son humour, il passait beaucoup de messages politiques aussi. Là. Je veux dire, c'était pas du pipi, caca, poil, puis pétard d'en face. Pétard d'en face, là. Je veux dire, c'était vraiment très subtil. Puis il y a encore des affaires que moi, je lis dans Gottlieb que je comprends pas. Puis j'imagine que je vais peut-être comprendre un jour. Là, ou peut-être que j'ai pas la culture européenne pour la comprendre. Il y a des termes européens là, qu'on puis il y a beaucoup de des références. Des références, puis il y a beaucoup de répétitions dans l'humour de Gottlieb. Mais oui, Guéluron, ça en est tout un, là. Cupidus, je passe vite parce que oui, ça a été par Dupas, ça a été un personnage quand même assez important. Lui il est gros. Il est gros, il est blanc, il chicanait avec son voisin qui est un chat, bien entendu. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un personnage qui est vraiment sublime. Alors, on va passer dans le top 3. On va finir avec le top 3. Je pense j'en connais déjà 2.
Ben, moi, j'ai tendance à penser que c'est ces trois-là. Ben, écoute, je peux pas passer à côté d'Idéfix. Idéfix, qui est un des trois personnages principaux d'Astérix et Obélix, qui est le chien d'Obélix en tant que tel, mais qui est un peu comme le meilleur ami de tout le village. Là. Qui ne veut pas qu'on fasse mal aux arbres. Non, Idéfix, c'est un amoureux de la nature. Alors, on déracine surtout pas des arbres, surtout des chênes. Ça, il n'aime pas ça. C'est ça. Sinon, on les replante. C'est quelqu'un qui a la même un peu caractéristique qu'Obélix. Il a la tête très dure, il est très rancunier, il est bagarreur un peu, mais en même temps, il est un petit peu craintif. Mais c'est un chien qui est très, très rusé. Idéfix, c'est comme la combinaison des deux. Il y a les défauts et les qualités des deux personnages. Il est rusé comme Astérix, il est courageux comme Obélix, il est têtu comme Obélix. Il y a tout ça à l'intérieur de lui. Il les accompagne tout le temps. Pratiquement tout le temps, effectivement. Peut-être avec le temps, il s'est comme habitué à leur... Et on se rappelle que quand il va les 12 travaux d'Astérix, c'est lui qui les sort de la fameuse pyramide. Oui. Parce que Obélix lui avait promis une montagne d'os. Il l'a eu, C'est-tu dans les 12 travaux? Non, je pense que c'est dans Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre. T'as raison, excuse-moi. Effectivement, Astérix et Cléopâtre. C'est ça, lui aussi, c'est pas dans Astérix Légionnaire ou quelque chose comme ça qu'il va chercher à la clé. Oui, effectivement. En tout cas, il est partout. Puis il sort souvent Astérix, Obélix de situations un peu, donc, ça dramatiques. Fait un chien intelligent. Il est très intelligent. Il est très rusé. Oui, il ne montre pas tant que ça des fois, mais quand ça compte, il est là. Oui, non, absolument. Milou. Ben oui. Ouais, je veux dire, regarde, Milou. C'est probablement le chien le plus populaire de tous les temps. On se gardera ça. Moi, j'ai peut-être un chien. C'est un fox terrien, un petit chien à poil ras qui suit Tintin partout, Capitaine Haddock. Encore une fois, c'est un petit chien qui est extrêmement intelligent, qui suit son maître un peu partout, qui va l'aider également, qui va lui porter secours. On le voit, on l'entend penser, mais c'est sûr qu'il parle pas, mais il réfléchit. On voit très bien que c'est un chien. Dans les BD, il y a du des texte. bulles. Il y a des fois qu'on le voit très bien, qu'il prend des décisions, puis qu'il sait, puis on le sent. On le comprend que Milou est capable de réfléchir. Puis on le sait. Puis c'est un très beau personnage parce que c'est un personnage qui vient un peu cimenter encore une fois l'équipe. Puis des fois, c'est l'élément comique aussi, malgré que dans Astérix, l'élément comique est généralement Obélix avec Idéfix, tandis que dans Tintin, là, on a les Dupont. Ouais. On a le professeur Tournesol. C'est très drôle en passant Tintin. Là. Et Milou vient rajouter des fois à l'intérieur de ça. Alors, c'est vraiment un super beau personnage, mais c'est un petit chien aussi qui est très très susceptible. Là, il ne faut pas trop l'écœurer non plus. Il se choque quelquefois aussi. Alors, et puis, c'est le meilleur ami de Tintin. Alors, ne faites pas mal à Tintin parce que Milou va être là pour vous faire tomber. Ben oui. Alors, moi, j'ai dit que c'était le plus populaire pour moi, mais je vous dirais que le chien le plus populaire de la littérature, selon moi, c'est Snoopy. Je veux dire, Snoopy... écoutez, c'est le personnage principal de Peanut. Alors, pour les gens qui pensent que c'est Charlie Brown, le personnage principal de Peanut, ce n'est pas Charlie Brown. C'est Snoopy, qui est toujours considéré comme le personnage principal de Peanut. Snoopy, en BD? Partout. Même au cinéma? Même en film? Le film, le dernier, il est important. Il est important. Oui, Snoopy représente l'imaginaire de l'enfant. Oui, absolument. Snoopy, il ne vit pas dans notre monde, il vit dans son propre monde à lui. C'est ça, avec le Baron Rouge. Avec le Baron Rouge, avec tout ce qui se passe avec Woodstock, il s'invente des histoires, il écrit. Les scouts. Écoute, il fait n'importe quoi. C'est clairement représentatif de ce qu'un enfant fait comme monde. Il a son propre monde à lui. Alors, quand vous Parce voyez que les enfants font pas ça. Absolument pas. Les enfants, c'est pas des enfants dans Peanut, c'est quasiment des adultes. Ils font, je veux dire, ils n'ont pas ce côté les questions existentielles pour aller voir le faux psy, là. Et voilà. Faut le faire. Alors, tout le côté imaginatif, c'est Snoopy qui l'a. Et bien entendu, c'est le meilleur ami de Charlie Brown. Ami, oui, puis non, parce que des fois, il fait faire des affaires qu'il veut pas. Il essaie de le pousser toujours à aller plus loin. Il y a son meilleur ami, c'est Woodstock, bien entendu. Le petit oiseau. Puis c'est lui qui tombe tout le temps de sa niche, hein? Il dort sur sa niche. Dessus. Il dort sur mais il tombe pas? Non, c'est l'oiseau qui a de la misère avec son nid. C'est ça. OK, c'était Snoopy qui tombait tout le temps. Mais t'as toute la famille de Snoopy aussi. Écoute, il y en a, là. Spike, entre autres, là, qui est vraiment... Lui, il va pas vite, puis il est meg. Il est meg, il est qu'un chapeau vert, me semble. Il y a des sœurs aussi. Écoute, il y a beaucoup de monde là, dans la famille de Snoopy. Là. Absolument. Mais ça, c'est un personnage iconique de la
culture populaire. On peut pas passer à côté de Snoopy. Pourquoi je dis qu'il est plus populaire que Milou? Écoute, il a tellement été publié partout au niveau des comic strips. C'est sûr qu'en Europe, Milou, c'est comme culte. Mais je pense que Snoopy aussi. C'est ça. Mais moi, personnellement, c'est sûr que je vais toujours préférer Milou parce qu'il a bercé mon enfance. Mais Snoopy, écoute, c'est ça. C'est un personnage qui réussit à te faire rire, qui réussit à te faire pleurer, qui réussit à te faire vivre toutes les gammes d'émotions. C'est un personnage qui est tellement bien écrit, puis l'auteur réussit à passer tous ses messages à travers son imaginaire. Écoute, Snoopy peut être astronaute, il peut être marin, il peut être ce que tu veux. Puis quand tu as des enfants, des jeunes enfants, puis tes vois jouer comme ça, ben tu te dis, Colin Schulz, il l'avait, là. Il a réussi vraiment à créer un personnage comme nos enfants, puis de leur dire, ben, vous pouvez être ce que vous voulez dans la vie, jouer, c'est le moment, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis les voir faire ça, ben, tu regardes Snoopy, puis c'est ça. Absolument. L'enfance, c'est Snoopy. Absolument. Alors, Charlie Brown, je le répète et je l'ai déjà dit, ça devrait être une lecture obligatoire pour tous les enfants du monde. Bon. Comment c'est bon, c'est intelligent, c'est brillant, ça vient nous chercher, mais ça développe également des bonnes valeurs au niveau de nos enfants. Ça devrait être une lecture obligatoire pour tous les enfants du monde et pour tous les papas et les mamans du monde aussi. Parce qu'ils pourraient en apprendre un peu plus sur leurs enfants avec Snoopy. Et tout le monde devrait posséder un chien à la maison. La manière qu'il marque ça. Un Snoopy. Parler, ça a-tu bon côté? J'ai des chiffres concernant Snoopy. OK? 45 spéciaux télé. Ça, c'est juste en spéciaux. Oui, c'est parce que pour ce qui est des séries, on a probablement tous vu à Télé-Québec des épisodes de Snoopy, là, de Charlie Brown. C'est des cadeaux puis tout ça. En fait, là, cette série-là, c'est 18 épisodes. C'est tout, là. OK? C'est vrai. Il y a eu plus de spéciaux. C'est ça. Les spéciaux, c'est peut-être 30 minutes, 1 heure. Le premier était celui de Noël. OK? A Charlie Brown Christmas, c'était censé être une patate. OK? C'était censé pas marcher parce que les enfants n'avaient pas d'émotion. C'était de vrais enfants qui faisaient les voix. OK. Les enfants n'avaient pas d'émotion. Ils ont mis du jazz comme musique. Le rythme était lent. Cette année... C'est culte. Cette année, ce sera la 54e fois que ça passe. C'est culte. OK? C'est devenu la marque de commerce. Les petites voix un peu comme ça, là, c'est devenu le son peanut. Mais dans les spéciaux, il y en a... non, ça fait partie des longs métrages d'animation à la télé, là. Il y en a un qui s'appelle Snoopy Come Home. Chochotte Sylvain l'a vu. OK? C'est Snoopy qui doit retourner auprès de sa première maîtresse malade. Oh là, on tombe dans le sérieux. Là. Donc, Charlie Brown accepte de rendre son chien à sa première maîtresse, puis Snoopy part avec son baluchon. Woodstock avec son baluchon, puis Charlie Brown le regarde s'en aller. Les yeux mouillés. Regarde, je devais avoir 8 ans, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai même regardé la liste des spéciaux, là. Il y en a un qui s'appelle « Pourquoi Charlie Brown ?» ou quelque chose comme ça. Lui et Linus ont une amie de fille à l'école, puis à un moment donné, elle rentre pas en classe. Ils vont la voir à l'hôpital, elle a la leucémie. J'ai pas vu ce spécial-là. OK? Je sais que ça se termine très, très bien. Mais avant que ça se termine, là... Il y a quand même un bout de toffe. Là, tu te rends compte que Linus, il était en amour avec, mais il disait pas, puis... OK. Il y en a un épisode aussi où Linus apprend à Charlie Brown que son père a eu un emploi hors de la ville, qu'il doit déménager. J'ai pas vu cet épisode-là non plus, puis je suis très content. On voit jamais les parents dans Charlie Brown. Non, pas du tout. Jamais. Pas du tout. À part de ça, dans mes chiffres, bon, il y a la série que je vous ai dit tantôt, qui était le Charlie Brown et Snoopy Show, et il y a des courts dessins animés appelés Peanuts, 500 épisodes,
de 90 secondes chaque. Là. C'est juste des petits sketchs. Là. C'est une coproduction avec la France. On peut voir ça sur tout.tv. 1 minute et demie, c'est pas long pour faire un petit scénario. Mais c'est genre là, des capsules. C'est ça, botte mon ballon de football. Non, tu vas encore me l'enlever comme l'autre fois. Puis il sort, il pète une broue, puis il essaye de botter le ballon, puis ça marche pas pareil. Là. OK, 90 secondes. Ça a été ma découverte cette semaine. Je ne savais pas que ça existait. Évidemment, je sais pas si tu avais le goût de parler du film de Charlie Brown. Là. Non, c'était pas dans mes choix. Mais le film, pour ceux qui connaissent Charlie Brown, je l'ai dit puis je le répète, là, pour ceux qui connaissent Charlie Brown, ce film-là, c'est le dernier. Puis ceux qui connaissent pas Charlie Brown, pour eux autres, c'est le premier. Est-ce que c'est bon? C'est excellent. C'est merveilleux. Il y a 2 petits bouts que j'étais pas sûr. Là, à un moment donné, il regarde la lune, puis la lune tombe. Là. Ça, je l'ai pas trop catché. Puis, quand il déchire son devoir, ou le devoir, puis Linus, il dit, ouais, on pourrait le recoller, puis il s'en va. Là, je trouve qu'on a peut-être étiré un peu. Là. Mais de façon générale, là, quand la petite fille rousse, il dit pourquoi elle accepte d'être sa correspondante pour l'été. Là. L'effet ordinateur, est-ce que ça... C'est très bon. C'est bien... C'est très, très bon. C'est aussi bon que les derniers Astérix. Oui. OK, parce qu'on a tendance à dire que le dessin animé, il reste que c'est au meilleur. Ils ont respecté Charlie Brown comme ils respectent Astérix en 3D. Là. Parfait. Okay. C'est ça. Et ce que j'aime du Snoopy à la télé qu'on n'a pas dans la BD, c'est que dans la BD, on peut le lire. Oui. On peut lire ses pensées. À la télé, là, c'est uniquement les expressions. C'est du travail supplémentaire, je pense, de devoir montrer les émotions de Snoopy. Bon, oui, des fois, il fait des bruits, là. Mettons, s'il goûte de quoi de pas bon, il va faire blère, là. Ouais. Mais on voit pas, mais il parlera pas. Il peut rire. Peut-être qu'il peut pleurer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Faut comprendre que quand le petit oiseau Pierre, il est en train de se dire quelque chose, puis je trouve ça plus fun. Parce que c'est vrai que des chiens, dans les films puis dans les émissions de télé, ça parle pas. Non. Faut les comprendre. Quoi qu'il y en a quelques films chiens parlants, même les lèvres gesticulent aussi. Mais je te dirais que le plus gros... Chat contre chien, c'est ça, là? Ouais, genre, là. C'est ça. Ou cornemuse. Ouais, fallait la sortir, celle-là. Ben oui. Ou donc Dr. Dolittle. Ah oui, c'est vrai. Le chien, il y a des chiens, il y a des animaux, ils se mettent à parler. Eux autres, ils se mettent à parler. Bon. Je ne sais pas. Y avait-tu un chien dans Saturnin? Saturnin, le canard, là, il y avait plein d'animaux. Me semble qu'il y avait un chien là-dedans, puis il devait parler lui avec. Sylvain, tu me permettras de terminer avec... Ah oui, absolument. Mon toutou qui me fait le plus rire. OK. Alors, comment Dalton parle, les chiens écoute. Rataplan, ah oui. dans Lucky Luke, écoute. Ah, OK, oui. Pour moi, Rataplan c'est ton préféré? C'est la définition même d'un chien. Pour moi, un chien, c'est Rataplan. Okay. Tu comprends? C'est-à-dire un animal complètement niaiseux qui écoute absolument rien, qui sert à rien à part être dans les jambes. Arrête! Mais par contre, qui va respecter les ordres de n'importe qui, comme Dalton, mais pas de Lucky Luke, bien entendu. Ah oui. Pour une raison obscure, alors on va lui dire couche-toi, il va se coucher, fais le mort, il va faire mort. Il est intelligent d'abord. Ah, tu trouves ça intelligent? Écoutez, je te dis, Martin, fais le mort. Excuse-moi, mais un chien, c'est extrêmement intelligent. C'est pas moi, je trouve pas ça intelligent, moi, écouter les ordres de quelqu'un d'autre. En tout cas, bref, Rataplan pour moi, faire sa part, là, parce que vous savez bien que je déconne un peu, là. Ça arrive, là. C'est vraiment un personnage drôle, je veux dire. C'est l'élément comique, bien entendu, parce que t'as le contraste dans Lucky Luke. T'as Jolly Jumper qui est extrêmement intelligent, qui est même, on va se le dire, plus brillant que Lucky Luke. Là. Je veux dire, il enlève manipulateur à la limite. Oui, il enlève Jolly Jumper de là, puis Lucky Luke, là, il est fini. Là. Puis t'as Rataplan qui, lui, est totalement le contraire, qui ne fout rien, qui sert à rien total. Mais bon Dieu, qui est drôle. C'est peut-être le petit côté comique de Lucky Luke. C'est clair. Non, mais c'est vrai. De toute façon, ça doit être comme les hommes. Il y en a des intelligents, puis il y en a des épais. C'est vrai que je faisais j'en beurrais épais. Là. Parce que c'est vraiment un beau personnage dans Lucky Luke. Puis Maurice avait cette capacité-là de nous faire rire. Non, c'est lui qui me fait le plus rire. OK. Parce ton préféré, c'est qui? C'est Milou.
OK. Dans tous les chiens, là, dans la littérature, Milou, pour moi, là, c'est vraiment le représentatif total de ce qu'un animal... Tu sais, quand tu dis le meilleur ami de l'homme, là, c'est lui. C'est pour moi, Milou, là, avec Tintin, là, c'est un duo extraordinaire. Je veux dire, c'est ce que, normalement, un chien devrait être dans la littérature. Puis c'est ce que c'est. Je veux dire, pour moi, là, c'est vraiment mon préféré. OK. Mais j'en aurais pas à la maison, pareil. Moi, premièrement, j'ai une liste à puces. Puis après ça, bon, j'ai parlé de Snoopy, mais je vais m'attarder sur 2 autres. OK? Ma liste à puces, le premier chien que j'ai connu, c'était même pas un chien, c'est Dino. Ben oui. Mais il jouait le rôle d'un chien. Le chien de Fred Caillou. Oui, okay. oui, en fait, OK. C'est pas un chien. Non, okay. mais c'est vrai qu'il se comporte comme un chien. Non, mais c'est le chien de Fred Caillou. Il sort de la fenêtre, puis lui, rentré, il se fait fermer la porte au nez. Il se fait licher à la face. Il se fait licher à la face comme un chien. Non, absolument. Effectivement. À l'autre bout du spectre, les pierres à feu, c'était dans le temps des hommes des cavernes, mais t'avais les Jetsons dans le futur. Eux autres, il y avait un chien. Oui. Un chien qui volait. Je pense qu'il y avait pas une genre. Y avait-tu une petite cape ou quelque chose, en tout cas? Il n'y avait pas des réacteurs ou un jetpack? Probablement. Ça. Lui, c'était Astro. Au niveau des Looney Tunes, des chiens, il y en a une pochetée. Ça venait chercher les jeunes. Hein? C'est ça, mais Sylvestre a toujours de la misère avec des chiens. Le coq... son faire-valoir, c'est un chien. T'as des chiens qui représentent des gangsters à un moment donné. Dans Disney, je sais pas, dans Disney, t'avais-tu le chien qui avait tout le temps un paquet de cheveux qui cachait sa... Ça, c'est dans les Looney Tunes. Est-ce que c'est un chien? Oui, ça, c'est le chien berger. C'est le chien. Puis on voyait jamais sa face, il avait tout le temps un paquet... T'avais le loup, mais qui était déguisé comme le coyote. Pas déguisé, dessiné comme le coyote, mais en fait, c'était un loup, lui. OK. Oui. Puis... mais le coyote, t'as pas considéré... Il punchait au début de la journée. Il était chum jusqu'au punch. Puis après ça, un coup de punch parti. Moi, je prends mon rôle de chien de garde, puis toi, tu prends ton rôle de loup, puis je t'en donne une sincère. Non, bien mangé une sincère. Non, ça avait pas de bon sens. À part ça, Lassie, Rintintin, Grugeot et Délicat, Roquet Belles Oreilles, pas Rock et Belles Oreilles. On aurait pu mentionner Rex. Dans Roquet Belles Oreilles. Dans Bonjour la police. Ben oui. Jappy Toutou, Doum Doum, qui accompagne Toucher la tortue. OK. Underdog, je ne sais pas si vous l'avez connu, lui. C'est un espèce de Superman. Mais un chien avec un U. Il y avait une petite cape aussi, une cape bleue, je pense. C'est ça, il y a eu un film de ça. Ça me dit rien. Très, très loin dans le temps, quand je revenais de l'école, il y avait le midi à Télémétropole, les petits bonshommes. Il y avait la maison de Toutou. Ça me dit rien partout. Le Toutou qui avait une maison, c'était un chien. C'était comme concept, hein? C'était pour ça que ça s'appelait Toutou. Hein? Bon, on l'a dit tantôt, cornemuse, macaroni tout garni. Ouais. OK, c'est un chien. C'est un chien à TV. Oui. Vous rappelez-vous de Spud McKenzie? Le nom me dit quelque chose. Spud McKenzie, c'était la mascotte de Budweiser. C'est un chien. Oui, avec un genre de long nez. C'est ça, puis il y avait comme le tour. C'est un chien blanc avec le tour d'un œil noir. C'était la mascotte. C'était la mascotte de Budweiser. Non, je sais pas quelle sorte c'était. Je sais pas. Mais moi, dans les années 80, j'ai joué à une machine à boules de Spud McKenzie. Il était tellement populaire, il y avait même une pinball de lui dans un dépanneur. Spike, dans les Razmoquettes. Oui. Il y a un chien. Clifford, le gros chien rouge. Ça, c'est plus les enfants plus jeunes qui le connaissent. Ouais. Je pense que Blue aussi. Courage, le chien froussard. Je me suis rappelé de ça cette semaine parce que j'ai un DVD d'Halloween avec une couple d'épisodes de ce chien-là dessus. Ren dans Ren et Stimpy. Ouais. Ren, c'est un chihuahua. Brain, qui s'appelle aussi Fino dans Inspecteur Gadget. Ben oui. OK, oui. Okay, qui était vraiment l'agent de terrain. Là. C'est ça. C'était lui l'espion. C'est ça. Lui est plus intelligent que les autres. Lui, la petite fille. Ouais. Évidemment, le petit rhino nez rouge. Le chien des Simpsons. Et Brian Griffin, le chien de Family Guy. Exactement. On a parlé de Snoopy tantôt. Un autre chien très, très important à la télé, c'est Scooby-Doo. Ah ben oui. OK? Scooby-Doo, c'est vraiment de la télé, c'est devenu des films par la suite, mais c'est 12 téléséries différentes depuis 1969. Entre autres, une télésérie que je trouve affreuse pour ce qui est du dessin, parce que ça a l'air d'une parodie de Scooby-Doo dans Family Guy. OK, de la façon que c'est dessiné, là, j'aime pas ça pantoute. 6 téléfilms d'animation,
31 films d'animation directement en DVD depuis 98, 6 épisodes spéciaux directs en DVD, 2 crossovers, dont un avec Kiss. Non, avec d'autres séries. Là. OK. Celui avec Kiss, là, d'ailleurs, je l'ai ici pas loin. Là. Je pourrais le montrer pour ceux qui nous voient en vidéo. Là. Je l'ai pas regardé encore, par exemple. Mais ça, c'est un film d'animation direct en DVD. Et il faudrait pas oublier, probablement tu l'as pas dans ta liste, Scooby-Doo à WrestleMania contre John Cena. Ah, c'est peut-être là-dedans. Je savais pas ça. Mais crossover, c'est avec That 70s Show. Il y a eu un crossover de Scooby-Doo et récemment, Supernatural. Ah ouais? Ouais, il y a un épisode crossover avec le Mystery Van puis tout ça. Ça devient Supernatural, devient en dessin animé. Un paquet de courts-métrages Lego Scooby-Doo aussi. 3 téléfilms en prise de vue réelle. Mais évidemment, il y a eu les films en prise de vue réelle. Live action? Oui, c'est ça. Sauf Scooby-Doo qui n'était pas en live action. C'est ça. Mais il y a eu des téléfilms aussi. Donc, le plus récent, c'est Velma et l'autre fille, comment elle s'appelait? Daphné et Velma. Il y a eu un téléfilm rien que de ces deux-là. Là. On peut vraiment dire que c'est un personnage culte. Là. Non, Scooby-Doo, c'est un personnage culte, mais lui parle. Oui, tout à fait. OK? Moi, j'aimais beaucoup le temps où oui, ça semblait surnaturel, mais ça l'était jamais. C'est ça. OK? Mais à un moment donné, ça l'est devenu pour vrai. Là. J'ai un DVD où il est avec des sorcières, Frankenstein, puis... j'aimais moins ça, moi. Tu vois que Scooby-Doo, il était beaucoup plus intelligent que son meilleur ami. Oui, Shaggy. Tu voyais que c'était vraiment Scooby-Doo qui dirigeait Shaggy, puis tout, là, puis... Mais de la bouffe, ça détournait de la vraie mission assez vite. Tout le temps. Puis les deux mangeaient beaucoup. Oui, absolument. Mais dis-moi non, Sylvain, tu écoutais pas le Vagabond quand t'étais jeune? J'ai pas pensé au Vagabond, c'est vrai. Avec Lassie, il y avait le Vagabond. Oui, Vagabond, à la fin de la série, on broyait tout le temps. Moi, il s'en allait pleurer, moi. Ça repassait pas à prise 2, ça? Sûrement. Il passe n'importe quoi à prise 2. On se questionnait. Ouais, mais pourquoi il s'en va? Je le prendrais, moi. C'est ça. Tu sais, là, regarde. Bon. Mais il me reste un chien à parler. OK? Le plus populaire? Pas nécessairement. Mais pour ce qui est de l'animation, parce que je suis des animateurs, puis c'est quand même de l'animation qui m'a marqué, c'est Wallace et Gromit. Oui. Donc, le chien Gromit, là, les courts-métrages, les 3 premiers, j'ai vu ça à la télé, j'ai acheté ça en cassette VHS, j'ai racheté ça en DVD quand on les a ressortis pour coïncider avec la sortie du film La malédiction du lapin-garou. OK. Qui est, malgré le fait que c'est en stop motion, en animation image par image, pas en pâte à modeler, un excellent film d'horreur parce que tous les clichés de films d'horreur sont là-dedans. Là. OK. Tout est là-dedans. Ça en est drôle. Oh oui, absolument. Mais Gromit, comme Snoopy, ne parle pas. OK? Donc, en plus d'être de l'animation, faut qu'il soit animé pour comprendre ce qu'il vit. Donc, quand il se pose des questions, ça paraît. Quand il trouve la réponse, ça paraît. Quand il a peur, les 2 oreilles, il lève dans les airs puis ça shake. C'est magnifique. Puis des chiffres concernant Wallace et Gromit, là, c'est 4 courts-métrages, un en 89, une grande excursion, ils vont sur la Lune parce qu'ils sont convaincus qu'elle est faite en fromage. Un mauvais pantalon, c'est en 1993. Ils se combattent contre un pingouin qui se déguise en coq en se mettant un gant de caoutchouc sur la tête. Mais la séquence de poursuite en train électrique, OK, avec Gromit assis sur la locomotive qui met des rails au fur et à mesure en avant de lui, là, c'est ça qui a fait gagner l'Oscar. Parce que ça a gagné un Oscar. Ah oui? Rasé de près en 95 a gagné un Oscar aussi. La malédiction ou le mystère du lapin-garou, le film, a gagné un Oscar aussi. Il y a 2 séries télé. Il y a 5 livres. Il y a 3 jeux vidéo qui sont sortis de Wallace et Gromit. Mais pour ce qui est de l'animation d'un chien, là, je pense c'est presque aussi bon que Snoopy pour l'animation d'un chien. Donc, en frais de chien au petit écran, on est gâté.
puis j'en ai probablement oublié la moitié. Non, c'est sûr. Ben, il n'y a rien. Moi, c'est le vagabond que je voulais. Il y en a tellement. Dans la littérature aussi, il y en a partout. C'est ça. Au cinéma, c'est immanquable. Oui. Au cinéma... on rit et on pleure. On rit et on pleure. Ça, c'est clair. Ou on a peur. Oui, quand c'est Cujo, hein. Oui, quand c'est Cujo, oui. Ouais, mais il y en a d'autres aussi, des Ouais, non, mais mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les films de chiens, c'est souvent associé à la comédie. Oui. Walt Disney en produit un nombre incalculable. J'aurais pu faire un podcast de chiens avec juste la comédie, mais j'ai voulu aller un petit peu autre que j'ai une ou deux comédies, mais je pense que je suis capable de prouver que il y a des chiens dans tous les styles de cinéma. Marc, tantôt, il a parlé de Cujo de Stephen King, donc ça me donne rien d'en reparler. On en a parlé un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remplacé Cujo par un film qui est sorti en 2018 que je n'ai pas vu. En fait, c'est un chien qui est robotisé. AXL qui fait changement. En passant, Sylvain, t'as oublié de parler de chien bionique. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu, ça. Ah! Non, mais il y a vraiment un chien bionique. Ouais, mais je pense que ça a été un téléfilm, ça. Ouais, moi, ça me dit rien pendant tout. Non, mais c'est un berger allemand. Mais après les séries de Six Million Dollar Man puis La Femme bionique, il y a eu des téléfilms de retrouvailles. Ouais, puis il y avait même Garçon le fils. bionique. Il y avait même le fils de mais il y avait le chien bionique. Ça, je m'en rappelle, c'est clair dans ma tête. Là. Ça se peut que ça soit un film. Le film que je parle, AXL, est un film d'aventure de science-fiction de 2018. En fait, l'histoire, c'est un adolescent qui rencontre un chien robotisé créé à partir d'une technologie militaire de pointe. Okay. Donc, ils veulent en faire une arme. Ben, je pense que j'ai vu ça. Je sais pas si c'est peut-être à super écran que je l'ai vu. Non, je pense pas. Je pense que mais j'ai vu un film qui ressemblait à ça. Là, il l'amenait à l'école. Là. Ok, ça se peut. Parce que c'est peut-être pas récent. Là. C'est peut-être à V que j'ai vu ça aussi. Là. Peut-être. Parce que ce film-là a des allures un peu de dinosaure de Transformers, c'est-à-dire qu'il est tout argenté. Okay. Il est vraiment mécanique. Donc, ça, c'est vraiment un chien robotisé. J'ai vu la bande-annonce. Ça semble intéressant. Si vous aimez les Transformers, probablement que vous allez adorer ce style-là parce qu'on reconnaît un peu la ressemblance. C'est comme une version de Cœur-Circuit, mais avec un chien. Ouais, ça aussi. Là, et Terminator. Ouais, c'est peut-être violent, ça, un peu. C'est peut-être un petit peu violent. J'en ai parlé au dernier podcast, mais je voulais peut-être juste le rappeler rapidement. L'île aux chiens. Oui. Je le recommande fortement en stop motion. C'est des chiens qu'on se débarrasse, qu'on envoie sur une île parce qu'on a vu plus de chiens parce qu'ils ont une maladie. Et il y a un jeune qui décide d'aller rejoindre ces chiens-là sur cette île-là. Il trouve un remède, mais il décide de laisser les chiens là, et là, il s'ensuit toute une histoire à Bacadaban. Donc, c'est vraiment un excellent film de stop motion. Quand on dit le meilleur ami de l'homme, moi, je peux pas faire autrement que penser au film avec Bruce Willis, Je suis légende. Will Smith. Will Smith. C'était Will Smith, OK. Oui, Je suis une légende, où il y a un chien qui l'accompagne, qui le suit tout le long. Ouais. Il est le seul être humain sur cette terre-là. Donc, il y a le chien avec lui, qui l'accompagne, qui l'aide. Malheureusement, je suis pas capable de déterminer la race, là. Mais. C'est un genre de berger allemand, je pense. Il est assez gros quand même. Hein? Ça se pourrait, ça soit un berger allemand. Mais tu vois, quand on parle de meilleur ami de l'homme, ça, c'est exactement la même chose. Qui est immunisé à la maladie. Là. Les animaux sont immunisés à la maladie. À moins de se faire mordre, je pense. Là. Ben, c'est parce que dans le film, il recherche un remède. Et si ma mémoire est bonne, il fait un test sur le chien ou quelque chose de même. Je pense qu'il se fait mordre aussi. Ouais, une affaire de même, là, puis il s'en sert pour ça. Fait que, regarde, c'est pas nécessairement un film de chien, mais le chien est extrêmement important dans ce film. Puis c'est doublement important parce que quand le chien meurt, c'est là que le personnage bascule complètement dans la folie, puis il perd tous ses repères, puis toute la protection qui s'était faite pour se protéger des fameux il est associé à quelqu'un, là, il perd la carte seul au monde. Il perd la carte, un peu comme Wilson là, dans Forrest Gump. Là, en plein ça. C'est des gens qui une solitude qui
se rattachent à ce qu'ils peuvent, puis quand ils perdent, ils s'attachent là. Ouais. Puis en plus, là, c'est un animal, c'est un être vivant, fait que nous aussi, on s'attache. Puis, Et c'est post-apocalyptique, ce film-là aussi, donc c'est ça. Un bon film de science-fiction, mais une autre très, très mauvaise adaptation. Ouais, c'est ça, hein, c'est dommage, hein, mais c'est ça que tu disais, le roman est tellement meilleur. Hein. Okay. Mais Will Smith fait une très bonne job là-dedans, honnête. Là. Okay. Faut quand même ça voir les qualités. Bien, oui. mais si vous avez lu le roman, c'est clair que le film c'est pas pareil. C'est ça, là. C'est comme dans tout. Hein? L'autre, en fait, c'est pas un film de chien, mais ce personnage-là se sert de la mort de son chien pour avoir la plus grosse vengeance au monde. Et je parle de John Wick. Ben oui. OK? C'est pas un film de chien, mais je pense que lui, il représente bien comment qu'on réagirait si quelqu'un tuait ton chien de sang-froid à coups de carabine. Lui, c'est tout ce qui lui restait dans sa vie. En plus, c'était le chien que sa femme, qui était mort du cancer, il avait donné. Ah ouais. C'est ça. Fait que lui, c'est clair que là, honnêtement, il y a peut-être des bonnes raisons de vouloir péter sa coche puis s'en revenger, là. OK? Ben, ça finit bien à la fin du film. Il reçoit, je pense, un petit bébé chien, je pense. Ouais. Mais là, je sais pas si c'était un rêve ou c'était vraiment... Ben, il est encore là dans le 2, parce qu'à la fin du 2, il part avec lui, puis donc, il est revenu là, avec un nouveau chien. Ça, Marc, tu pourrais peut-être me confirmer si c'est vrai. Je suis pas assez connaisseur. Harry Potter, Sirius Black, Pat Moll... moi, est-ce que c'est un chien? Moi, je me souviens plus du chien de Parce que Sirius Black, Cotom, le chien à Grid. Mais c'est un chien qui est excessivement peureux, là. Son chien à Grid, il sort pas grand-chose. Mais Sirius Black, il se transforme pas en chien loup. Ouais, parce que moi, c'est mais je l'ai vu. Chien moi, je l'ai vu dans la liste des chiens au grand écran. Ouais. C'est ça, là. Ouais. C'est un loup-garou, mais majoritairement, les loups-garous, c'est que ça ressemble beaucoup à des chiens. C'est ça, là. Ouais. C'est le même. On l'appelle Pat Moll, hein, aussi. Là, je tombe dans la comédie. Moi, un chien qui me fait beaucoup rire, c'est le film avec Jim Carrey de Mask. Ben oui. OK? Ben oui. Lui, il est tout le temps en train de zigoter après sa patte, de faire pipi sur le bord de sa patte. Il essaye même le masque à un moment donné. Ouais. Il devient une bête monstrueuse. Mais moi, c'est juste la séquence où il essaie de sauter à la fenêtre de la prison. Là. On le voit sauter. Ouais. Ah non, ça m'a toujours fait rire. Et on pourrait rajouter aussi avec Jim Carrey un autre film qu'il a fait, je me souviens plus tout de suite, où le chien, je pense que c'est le chien fait pipi assis sur une bolle de toilette. Ah, ça, je me rappelle pas. Attends, sa scène de venir, c'est avec Jennifer Aniston. Faudrait que je me souvienne. Il dit tout le temps la vérité? Ou... Oui, quelque chose. Non, ça c'est menteur, mais c'est pas ça. Ok, en tout cas, il y a eu un autre film avec un chien là-dedans. C'est chien sympathique, drôle. Regarde, c'est de l'humour. Ouais. Le film que j'ai préféré en comédie de chien, celui-là que j'ai préféré le plus, c'est Beethoven. Ouais. Ben ok. oui. Avec le Saint-Bernard. Et j'ouvre une parenthèse. J'ai déjà eu un Saint-Bernard. Et quelle mauvaise idée que j'ai eue d'avoir un Saint-Bernard dans une maison où le cabanon servait de niche parce que la niche était pas assez grosse. Il se cachait dans le cabanon. Ces chiens-là, ça bave. Ben, comme dans le film Beethoven. Ça bave, ça coule tout le temps. Ça shake-tu quand c'est tout mouillé? On le voit dans la chambre. Et puis la fille, elle a les draps blancs. Fait que, tu sais, regarde. Mais c'est des chiens qu'on... Tu sais, avec leurs petits yeux là, comme baissés par en bas, t'as l'impression qu'ils sont tristes. Mm-hmm. Non, ils sont faits comme ça. Puis il y a eu plusieurs films. Sauf quand ils ont la rage. Ouais, Cujo. C'est ça. Mais dans Belle et Sébastien, c'est un Saint-Bernard aussi. Oui, c'est ça. C'est des chiens. C'est un Saint-Bernard dans Belle et Sébastien? Oui, c'est un Saint-Bernard. Puis je pense qu'il y a comme un gros baril dans parce le cou. Que c'est un chien de secours. Qui va sauver, là. Bon. Tantôt, Marc, tu parlais le chien le plus populaire. Toi, tu dis que c'est Milou. En BD. Ouais, c'est ça. Cinématographiquement, je pense qu'on peut pas passer à côté de Lassie. Ah ouais. Selon moi, c'est le chien le plus populaire. Il y a eu énormément de films avec Lassie. C'est un collet qui se rapproche. Il y a un autre chien. J'ai bien hâte de voir si tu vas en parler. Ben, dis-moi là, parce que je ne pense pas. Parce que côté film, à côté de Lassie, il y avait Benji. Oui, le petit chien Benji. Hey, il faudrait peut-être pas oublier Turner and Hutch. Oui, c'est vrai. Coneuf. Oui. Avec le Saint-Bernard, avec Belushi. Encore là. Comédie, policier,
ça prend tout le temps un chien. Ouais. Souvent, là, des détectives, policiers, ils ont tout le temps un chien. Tom Hanks avec... puis c'est drôle parce que Tom Hanks, lui, il a une maison super propre, toute clean. Il est obligé d'avoir un chien avec lui. Il mange les souliers, il bave, il fait tout jeter, il capote, il devient fou, tu sais. C'est une très bonne comédie. C'était pas mal les autres. Le dernier, écoute, je le connais pas. Sérieusement, là, je connais pas. En faisant ma recherche, j'ai vu ce film-là, j'ai vu la bande-annonce et ça a été un énorme coup de cœur, un point tel que je vais probablement l'écouter en fin de semaine. Le film s'appelle White God. OK, je connais pas. C'est un film qui a remporté un prix au Festival de Cannes. C'est un film pour adultes, donc attendez-vous pas à ce que ça soit drôle. C'est en fait l'histoire, c'est on favorise dans ce film-là les chiens de race et les chiens croisés, on les élimine. Mm-hmm. Donc on s'en débarrasse. Est-ce qu'on les tue? Je sais pas, je vais sûrement voir le film. On s'en débarrasse. Le père d'une petite fille de 13 ans décide de se débarrasser de son chien croisé. Elle ne l'accepte pas. Elle s'en va rejoindre la gang de chiens croisés. Et là, il y a une vengeance contre des chiens de race. S'ils disent c'est un film pour adultes, moi je m'attends à ce que ça soit pas nécessairement drôle, ça soit horreur un peu. Ouais, ben c'est une façon, ça a l'air d'être une façon de passer des messages. Voilà, sur les chiens. En utilisant les chiens, ouais. Voilà. C'est post-apocalyptique, donc la ville n'existe plus, les voitures sont abandonnées. En fait, ça, on peut comparer ça, c'est peut-être un peu dans le style même film de zombies, où c'est des scènes apocalyptiques, on se débarrasse des zombies, les zombies veulent se venger. White God, 2014, moi j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce, aucune parole, que les jappements de chiens, les bruits de pattes de chiens, et ça termine par une scène qui m'a vraiment... C'est la fille qui confronte le chien de race avec sa meute en arrière. Moi, là, ça m'a totalement allumé, ce film-là. Je vais essayer de voir ça en fin de semaine. C'est la planète des singes avec des chiens. Voilà. OK. Mais il parle pas. Bon. Ouais, mais là, t'as pas vu le film. Peut-être. Non, c'est vrai que non, les chiens doivent pas parler. Honnêtement, quand t'es dans un film pour adultes, là, tu t'en vas pas vers ce genre-là. Sinon, c'était pas mal le plus gros. Ouais. J'aurais pu parler de 50 films de comédie. Il y en a. Ah non, mais il y a des films où... Marley et moi. Ouais, non, ça, là... Ouais, puis les films de chiens qui font du sport. Aussi. Bud, ouais. BUD, Bud, ça, à un moment donné... Le chien dans l'espace. Ouais. Ouais, ça, je trouve que là, à un moment donné, on pousse Marley et moi, c'est vraiment touchant. Mais Marley et moi, Hachi, on n'en parle pas. Là, je suis en voyage chez mes parents pendant le temps des fêtes. OK? Ouais. On se dit, hey, on va aller se divertir avec un bon film familial. Bob et Marley. On est allé voir Marley et moi. C'était pas drôle? Ah non, ben oui. Oui, non, c'est très drôle, ce film-là. Mais le chien vieillit, puis la vie avance, puis à un moment donné, les enfants sont rendus grands, puis le chien marche pas mal moins vite. OK. Puis à un moment donné... Ça se termine mal. Il marche plus. Il marche plus. OK. C'est ça. Puis là, tu te rends compte que... c'est triste. Ben, Hachi aussi, c'est triste. Non, c'est le classique qui passe à toutes les Noëls. C'est sûr. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas vu parce que je veux pas pleurer non plus. Là. Mais... c'est une histoire vraie, ça. Oui. Ben, c'est romancé. Je pense que c'est chinois, ça. Ouais. Hachiko. OK. Je pense que c'est Hachiko. Mais une vraie statue de ce chien-là existe devant la porte de métro, là. Et c'est Richard Gere qui joue là-dedans. Donc, en tout cas, le temps qui est vivant, là. Bon, on spoilera pas. Là. Non, mais je pense que ça fait pas mal le tour des films. Mais sinon, Marc, t'avais-tu quelque chose Croque-Dur, c'est le ça que je cherchais qui était le chien d'Hagrid dans Harry Potter. OK. Mais il fait pas grand-chose. OK. Il y a The Thing aussi. Oui, l'effroyable chose, ça commence par un chien. Voilà, et le préquel se termine avec un chien aussi. Et ce chien-là est un vrai chien-loup, là. Oui, blanc, là? Oui, ben blanc-noir, mais jappait pas, grognait pas, parce que j'ai le documentaire, là, j'ai regardé. Mais des fois, il pouvait te regarder d'une drôle de manière, puis dans ce temps-là, l'entraîneur, là, celui qui s'en occupait, disait détourner le regard dans ce temps-là. OK, puis ça marche. Oui.
OK. Puis dans les films de chiens de sauvetage, il y en a énormément aussi. Souvent, c'est associé avec les montagnes enneigées et tout ça. Ouais. Ça, c'est extrêmement populaire comme film. Mais de là à dire le film de chien, honnêtement, je serais pas capable de dire c'est quel le film de chien que le monde devrait tout voir. Parce que je te dis deux noms de chiens. Einstein et Copernic. Oui, Copernic, ça me dit quelque chose. Là. Moi, Einstein, ça me dit de quoi? Mais moi, c'est Copernic. Laisse-moi deviner. Je vais m'en vouloir, là. C'est quoi, Marc, Copernic? C'est les chiens du docteur Brown. Helmut Brown dans Retour vers le futur. Oui! Einstein, c'est le chien de 85, puis Copernic, c'est le chien de 55. Oui, c'est vrai, dans Retour dans le futur. Ouais. Puis, on a oublié un chien qui a donné le nom à un personnage iconique qui trônait pratiquement dans notre épisode sur les héros d'action. Indiana. Oh, c'est un chien, ça. Ben oui, parce qu'Indiana Jones... Il y a son chien qui s'appelle Indiana. Le chien du Dr. Jones s'appelait Indiana. C'est d'ailleurs pour ça que son père l'appelait Indiana, parce que son chien s'appelait... On le voit dans le premier seulement? Okay. Je sais même pas si on le voit. C'est une référence obscure à un chien, mais qui a donné son nom au Dr. Jones. Honnêtement, moi, j'ai tout vu les Indiana Jones. J'ai jamais vraiment... Ben non, ça m'aurait frappé, me semble. Là. Parce que sinon, il est pas très présent. Il y a un genre de film de chien dont on n'a pas parlé, c'est quand le maître et le chien interchangent. Oui, ça, on voit ça souvent. Ça arrive souvent, ça, que le maître se met à se comporter en chien, puis que le chien comprend pas ce qui arrive. Les fameux changements de personnalité. C'est ça. Ben, des fois, c'est la mère puis la fille. La fille, le bonhomme de neige, puis le Paul, puis le mari, le chat, puis le... Tu viens de me faire penser ça. On peut pas passer à côté. Écoute, John Candy qui se transforme en chien dans Spaceball. Oui! Hein? Oui. Il fait le rôle d'un chien. Au lieu d'être Chewbacca, avec son... donc c'est vrai que c'est un chien. Tout le long du film, il fait un chien. Il y a des semaines... c'est ça, avec sa petite tache noire, là. Qui est probablement une des plus belles comédies basées sur... Star Wars. Une parodie, mais c'est tellement intelligent. C'est une comédie, mais en même temps... Ça la pastiche, mais c'est aussi une façon d'y rendre honneur. Ben oui. Parce que ça tombe jamais il rit jamais de la trilogie de Star Wars. C'est vrai. Caricature, les gros, mais c'est tellement drôle. Mais oui, c'est vrai, c'est un chien. Mais Rick Moranis qui fait Darth Vader avec un casque tellement trop grand. On le voit plus, Rick Moranis. Mais parodie de Star Wars, c'est celle de Family Guy aussi. Ça, je suis pas capable. Non? Family Guy, là, moi, là, ça... Ben moi je... T'as pas leur humour? Ils en ont fait 3, mais c'était la première qui était considérée comme étant la meilleure. J'ai pas le sens de l'humour, hein. Non, il y a différents types d'humour. Ouais, moi, c'est pas moi, Family Guy, South Park, ça vient pas me chercher cet humour-là. South Park, non, je vais pas embarquer là-dedans, moi non plus. Un peu plus qu'à Family Guy, là, mais Simpson, pour moi, là, c'est comme... Mais on parlait de Ren et Stimpy tantôt. Là. Ouais, je trouvais ça drôle. Là. C'est niaiseux en tabarouette. Dans le monde du chien, dans le jeu vidéo, c'est pas facile. Non, hein? C'est pas facile. J'en ai trouvé, par exemple, évidemment, le premier chien que plusieurs ont connu dans le monde du jeu vidéo, c'est le chien dans Duck Hunt. OK? Duck Hunt, là, ça venait avec Mario Bros. Super Mario Bros. Sur le Nintendo, puis le Nintendo avait le fusil, là. Bon, ben, quand tu le tirais pas le canard, là, le chien, il triait d'en face. OK? Ah ouais? Ce chien-là. Il te regardait, là? Non, il s'est levé, là, puis... L'animation était bonne, était belle. Non, c'était un excellent jeu de tir au fusil. Ouais. Tu tirais des canards, mais quand ça faisait 3-4 fois que tu tirais, puis non, tu voulais... Ah, mais tu pouvais pas y tirer dessus. Non, pas en tout. Bon, à part ça, oui, c'est un chien, dans le sens que c'est dessiné comme un chien, là, mais Parappa de Rapper, ça, c'est un jeu sur PS1. OK, c'est comme des personnages découpés dans du papier. C'est très pixelisé. Non, de la façon que c'est fait, là, c'est vraiment là, comme si c'était des feuilles de papier qui se promenaient. OK. Et ce jeu-là est peut-être l'ancêtre de Guitar Hero et compagnie. Dans le sens que t'as quelqu'un qui rappe un bout de toune, puis toi, tu dois rapper pareil en suivant la ligne de boutons. Là, okay. X, carré, triangle, puis le faire au bon moment.
c'est un jeu pas si facile que ça, mais Parappa the Rapper, c'est un chien. Bon, il y avait aussi Nintendogs. Ça, c'était pour la Nintendo DS. Un espèce de mélange entre Pokémon, Tamagotchi. En fait, t'as un chien puis tu t'en occupes. OK? Mais c'est... pas le genre de jeu que j'aimerais. Bon. Les jeux Fable 2 et 3, il y a un chien là-dedans. Le meilleur jeu de chien que j'ai réussi à trouver s'appellerait Dog's Life. Le chien s'appelle Jake. Dans Call of Duty Ghost, il y a un chien qui s'appelle Riley. Dans Grand Theft Auto 5, il y a un chien qui s'appelle Chop. Mais ils sont pas nécessairement importants. Pas tant que ça. À un moment donné, tu te promènes puis tu te rends compte que ton chien est en train de zigner quelque part. Là. OK. Dans Grand Theft... Ouais, mais c'est Grand Theft Auto, là. OK. Ça vole pas tout le temps en haut, là. Il y a un chien dans Metal Gear Solid 5, dans Fallout 4 et dans Zelda Breath of the Wild, qui est le dernier sur la Nintendo Switch. Mais à part ça, là... Ben je pensais au niveau du cosplay, il n'y a rien vraiment qui se fait au niveau du cosplay. Non. En termes de déguisement de chien important, peut-être dans les figurines, au niveau du pop, t'en as plus. Mais à part de ça, dans l'autre genre de figurines, je sais même pas. Pour ce qui est des jouets, il y a les Littlest Pet Shop. Là-dedans, là, t'as des petites figurines de chiens, t'en as pas mal. Mais... sincèrement, là, si on veut s'immerser dans le monde du chien, là, on s'en achète un. Ouais. Parce que après ça, je veux dire, t'as tous les accessoires qui vont avec. Ça te tente d'y acheter un costume de Superman, t'as bien beau. D'ailleurs, ça me surprend que tu ne l'aies pas fait. Un costume? Non, ouais. Ben, beau petit chien robot. Des chiens robots, ça se peut. C'est vrai. Moi, là, téléguidé. Excusez, là, mais quand le monde là, habille leur chien, là, puis leur met des petites bottes, là. Sincèrement, là, honnêtement, là, le chien, non, mais au départ, le chien, il vit avec la fourrure qu'il a. T'as pas besoin d'y rajouter une couche supplémentaire, là. Au contraire, le mien, il va gruger en tabarouette, là. Mais tu sais, tantôt, on parlait des chiens dans DC. Marvel, il n'y a pas eu de chiens. Il y a le chien qui se téléporte dans les... Dans Marvel? Voyons comment ça s'appelle, là. Voyons, les Inhumans. Oui, c'est vrai. Un genre de bulldog. C'est vrai. J'ai oublié d'en parler, mais je pense que la série télé a passé un peu sous silence. Moi, j'en ai pas parlé non plus parce que j'ai pas lu les Inhumans. Mais c'est vrai, c'est un énorme chien. Je vous mentirais de vous dire que ça m'intéresse. Ouais, ok. Est-ce que c'est un chien extraterrestre? Inhumain. Ok, mais faudrait, mais c'est vrai, puis je pense qu'il y a même une genre de petite croix, c'est comme un diapason. Ouais, c'est ça, là. Mais ça, c'est plus dans le style de Bulldog, ça aussi, là. Mais au niveau des jeux, moi, en cosplay, il n'y a rien. En figurine, oui, quelque chose. Il y a des gens qui se déguisent en dingo. Il y a peut-être un Monopoly de chien, il y a des Monopoly de n'importe quoi. Ouais, mais à part de ça, en termes d'accessoires, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Il doit y avoir une opération de chien, c'est sûr. Probablement. Ah ouais? Probablement. Ah oui, tu fais sonner le bout du nez rouge? Ben, en tout cas, malgré que dans les jeux des Simpsons, il doit avoir le petit reine au nez rouge. Sûrement. Probablement. Donc, on a fait notre épisode sur les chiens. On a pas mal labouré le terrain, mais on aurait pu en parler encore bien longtemps, surtout pour ce qui est des films. Là. Ouais, c'est peut-être clair, même dans les BD comédie, aussi. Là. Mais ça, c'est immanquable. Il y en a plusieurs. Là. J'ai sauté parce que je voulais pas juste faire un podcast et comédie. Il y avait vraiment des films sérieux aussi. Là. Oui. Ben, allons-y avec nos Samalumes, Samétain. Marc? Samalumes, j'en ai deux. Je vais commencer par Marini, qui nous a donné la semaine passée 6 planches qu'il a faites par jour. Dans le fond, c'est sa planche, mais en 6, on voit toute l'évolution de sa planche, du début jusqu'à la fin. Et puis, on a pu vraiment voir comment il travaillait. Et le crayonné, comment il faisait son ancrage et surtout comment il faisait sa couleur avec des aquarelles. Oui. Écoute, ce type-là, c'est une machine. Je n'arrive pas à concevoir qu'il est capable de faire une planche en 7-8 heures par jour. Il fait une planche par jour du début à la fin. Généralement, pas à l'ordinateur. Non, généralement, c'est une planche, ça peut prendre 3, 4, 5 jours. Puis il le fait à la main. Il le fait à la main, crayonnage, ancrage, couleur directe.
c'est une bête. Ben, probablement, dans sa tête, son plan est déjà tout fait. Oui, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas le syndrome de la page blanche. C'est ça, il visualise, puis le storyboard est déjà fait. Là. C'est sûr et certain. Là. Puis, je trouve ça excessivement généreux de sa part, puis vous savez que je l'aime beaucoup. Alors, deuxième, ça m'allume. Ça, c'était pour Scorpion. Ouais, le prochain Scorpion, le 12, là, qui nous a encore titillé un peu les sens avec ces scènes de nu. Alors, pour les gens qui peuvent penser que c'est une obligation de la part de l'éditeur de mettre des scènes de nu, là, non. Marini, il fait ce qu'il veut, puis c'est quelqu'un qui dessine excessivement bien les femmes et les hommes. Oui. Alors, dans le respect. Oui, dans le respect, mais c'est toujours dans l'érotisme respectable. C'est pas l'exagération du manga. Non, et ça allume. Je veux dire, pour moi, une scène comme on a vu dans Scorpion, je trouve ça beaucoup plus excitant que les 3 tomes de 50 Shades of Grey. Oui, mais moi, c'est Harley Quinn avec des sushis. Ouais. Ça c'est Harley encore Quinn avec des sushis, là. Parlant de Marini, est-ce que tu as des nouvelles s'il va produire quelque chose avec Superman, avec le petit dessin qu'on a vu? Moi, je me questionne encore s'il n'y a pas déjà... Non, t'as pas aucune information? Ou c'était juste pour faire parler le monde? Ben, moi, il m'a répondu en privé, il m'a dit chut. OK. Bon, au moins, il est déjà en privé avec. Oh oui, ben oui. OK. C'est Paperman. Fait que ça se peut. Moi, je pense qu'écoute, on parle de pratiquement 200-300 000 copies, je pense, qu'il a vendu là, de ces 2 Batman. Là. C'est beaucoup. C'est énorme. Là. Je sais pas, je connais pas la... une grosse... c'est vraiment un gros succès pour lui. De toute façon, je le savais déjà là, que ça allait être un gros succès. Michel Falardeau a sorti L'Esprit du Camp, le tome 2. J'en ai parlé aujourd'hui. Pourquoi j'en parle encore aujourd'hui? Parce que ça m'allume. Michel Falardeau, c'est un dessinateur extraordinaire, mais c'est un scénariste aussi qui est capable de tellement de bien parler des relations humaines. Et il mélange ça un peu avec l'humour et le fantastique à l'intérieur de cette BD-là. Et son dessin est très particulier à Michel Falardeau. Il y a un style qui peut déranger avec des longs traits, des longs personnages. C'est très onirique. Moi, ça m'allume énormément cette BD-là. J'ai vraiment adoré ça. Puis Cab, qui est une autre dessinatrice, qui est Gabrielle Brault, qui fait la coloration là-dessus. C'est magique. C'est vraiment une très très belle BD. Ça m'a beaucoup allumé cette BD-là. Et puis, je pense que ça va faire partie de mon top 10 cette année. Là. Fait que j'ai un gros top 10 en date cette année, là, parce que j'en ai des solides. Puis il y en a encore des solides qui arrivent. Là. Je vois ce qui va arriver, là, puis je parle à des auteurs, là, puis ça va être... Bonne année. Ben, quand vous allez voir le Batman, pas le Batman, mais le Conan de Luc Brunswick arriver, là. Puis t'as vu des extraits? J'ai vu des extraits, puis peut-être, c'est ça. Okay. c'est vraiment très bon. 2 samétins qui sont avec la BD aussi. Le Pat Pénis. Ouais. Écoutez, là. On en revient. Quel coup de marketing extraordinaire de DC pour faire monter la valeur de sa BD, qui est absolument inutile. Par contre, inutile, oui puis non, parce que ça faisait partie d'une série qui était adulte. Ouais. Alors, Batman se déshabille, puis on voit son pénis. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, mais c'est aussi pas nécessaire quand on voit les seins ou les fesses de la Queen. Ouais. Et ça, bizarrement... Ouais, mais sont cachés. Non. Elle est vraiment flambant nue. Ouais, dans cette série-là, on voit les femmes nues. On se doute pas mal de bien des choses. Et ça dérange jamais personne, hein, qu'on voit une femme nue ou des fesses de femme nues. Ça, c'est correct, ça dérange jamais personne. Mais quand on voit un pénis d'homme, je sais pas pourquoi, là, ça monte au Parigarde, c'est extraordinaire. Mais ça m'éteint, c'est pas le fait qu'on voit le pénis, c'est la réaction. Moi, c'est la réaction, d'exagérer par rapport à ça. Réaction, là, non, je veux dire, écoute, moi, c'est un coup de marketing extraordinaire de DC. Ils ont réussi leur coup parce qu'ils se sont fait parler. C'est ça. Il va y avoir 2 versions de cette BD-là, une version non censurée, une version censurée. La version non censurée, écoute, elle va faire des ventes extraordinaires parce que tout le monde va se garrocher là-dessus pour voir le pénis de Bruce Wayne qui ne sert à rien. À part le fait que, oui, quand on se déshabille, on voit notre pénis. C'est ça. Je veux dire, mais il n'y a rien, il n'y a pas de scandale là-dedans. Puis moi, ce qui me dérange, c'est les 2 poids, 2 mesures. On peut voir des femmes se faire assassiner puis se faire couper la tête, ça dérange pas. Ou se faire violer, puis écoute, j'en passe comme mais voir le pénis de Bruce Wayne, tabarnouche. La version non censurée, ils vont sûrement mettre le logo de Batman. C'est ça. Regarde, non, ils ont mis le nom dessus. C'est ça, c'est plus plus noir dans ce coin-là. Fait que je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Et mon autre samétain, c'est encore par rapport à la censure, c'est une BD qui est sortie chez aux éditions Glénat. D'une BD qui se dit humoristique. J'en parlerai pas beaucoup, mais moi, habituellement, je suis contre la censure. Mais cette BD-là raconte l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans
qui est doté d'un très long pénis qu'on voit pas, en tout cas. Puis dans l'histoire, ben, il y a certaines personnes qui s'amusent avec ce pénis-là dans l'histoire et tout ça. Je trouve que ça... La censure, j'aime pas ça parce que t'aimes pas ça, tu l'écoutes pas ou tu le lis pas. Puis c'est une BD aussi qui est faite dans une série qui est adulte. C'est une série Glénat au niveau pornographique qui est adulte. Mm-hmm. Là où ce que ça me dérange, c'est quand l'auteur dit que c'est représentatif de ses fantasmes. Moi, ça me dérange. Il y a un malaise. C'est très malaisant. Oui, il y a un malaise. Puis moi, ça me dérange pas en tant que tel. Il aurait pu clairement faire une histoire comme ça. Je l'aurais pas lu. Ça m'intéresse pas. Puis je l'achèterais pas pour la bibliothèque non plus. Puis je l'achèterais pas pour ma collection personnelle. Mais effectivement, si c'est représentatif de ses fantasmes, je pense que il y a quelque chose à se questionner. Puis je pense que au-delà de la création artistique, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Je crois que là, on a peut-être atteint une limite, en tout cas pour moi. Mm-hmm. Et puis, tout ne peut pas être dit et tout ne peut pas être fait sous la bannière de la liberté d'expression. Mais tu peux le penser, mais t'es pas obligé de le dire. Ben... Non, mais tu peux le penser, mais t'es pas obligé de le dire. Là, il s'est tiré une balle dans le pied en fait. Là, sa BD est complètement évacuée de tous les réseaux, toutes les librairies et tout ça. Là, mais moi, c'est le concept du fait que il y a comme deux vagues d'esprit à l'intérieur de tout ça. Les gens qui disent ben là, c'est déjà c'est marqué que c'est pour les adultes, c'est marqué que c'est pornographique, tout ça. Je comprends tout ça. Puis c'est vrai que moi je le lirai pas. Puis t'as le droit. T'as le droit de pas la lire. Les gens qui veulent la lire, ils ont bien le droit. Mais je pense que quand ça touche les enfants, on a un devoir en tant que société de protéger nos enfants. C'est ça, de retenue. De retenue, je crois. Puis est-ce qu'il y avait matière à contrôle sur cette BD-là? Je peux pas te dire, je l'ai pas lu au complet, j'en ai lu que des extraits. Mais bref, c'est un beau questionnement de société. Je pense qu'on est tout le temps plus... on a la peau fragile quand on touche à nos enfants parce qu'il faut les protéger. Oui. Puis c'est ça. Mais la liberté d'expression, ça ne te donne pas le droit non plus de faire n'importe quoi. Et ça, on le voit des fois au Québec avec l'humour, où on peut dire n'importe quoi, puis qu'on se dit c'est pas grave, c'est une joke. Ben, tu sais, des fois, des jokes, ça peut blesser les gens. Ah oui. Puis je pense qu'il faut faire attention. Alors, c'est tout ce côté-là, ça me chicote un peu. C'est un samétain parce que la BD n'a pas besoin de tout ça. En Europe, on n'a pas besoin de controverses comme ça parce que là, il y a des gens qui vont s'attaquer à la BD directement puis ils vont faire des amalgames en disant oui, ben, BD, des enfants, tu sais, c'est l'escalade de la patente qui va faire en sorte que ça va faire du mal à la BD. Hein. Ouais. C'est bien, bien plate. Je trouve ça désolant. Bref, je m'excuse, j'ai gassé le party. Pas en tout. Non. Moi, je vais leur starter le party. Non, mais moi, c'est ce que tu dis, Marc, c'est... Est-ce qu'on a été trop loin dans cette BD? Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce qu'à un moment donné, on devrait dire, la grosseur du pénis, c'est peut-être pas nécessaire de faire une histoire avec ça? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on va trop loin? Je veux croire que c'est des BD pour adultes, mais là, il y a adulte, puis il y a aussi, je voudrais pas utiliser le mot, là, mais, tu sais, je veux dire, est-ce que ça va intéresser une certaine personne envers... Tu sais, là, est-ce que ça va trop loin, là? Moi, c'est ça le questionnement, c'est là. Ça, c'est que si c'était son fantasme à lui, c'est peut-être le fantasme à d'autres. Voilà. Et est-ce qu'on a fait une BD pour cette clientèle-là? Je pense pas. Je pense que l'auteur, c'était vraiment qu'il voulait caricaturer ça, puis il voulait mettre ça au maximum, à l'extrême. Il est allé loin. Un peu comme les auteurs des nombrils font au niveau de l'hypersexualisation des jeunes filles, qui ont déjà été critiquées d'ailleurs par rapport à ça. Parce que oui, c'est vrai que les deux principaux personnages sont très peu habillés, sont en string, c'est des jeunes jadots. Mais il y a un message à l'intérieur de tout ça, mais c'est moins explicite que ça. Puis c'est surtout que le message, tu le perçois rapidement. Puis les deux auteurs n'ont pas dit en entrevue que c'était leur fantasme, les petites filles en string. C'est sûr. C'est dérangeant. Il y a sûrement des réalisateurs de films qui ont fait des scènes où eux autres s'imaginaient, mais ils le disent pas nécessairement. C'est comme Patrick Sénégal qui écrit Elle.com. Moi, je pense pas que son fantasme, c'est de se payer une fille pour la mettre dans une cage. Puis, il y a une limite à ce que tu peux faire, mais tu peux utiliser l'art pour dénoncer cette situation-là. Patrick, il dénonce ça. Il va au maximum de ce qu'on peut tolérer pour démontrer une situation qui existe, l'exploitation de la femme, l'exploitation de ces jeunes femmes-là. Il pousse loin, mais ça reste toujours
dans l'acceptable et on comprend le message. On sait qu'il veut nous dire que l'homme, ben, ça n'a pas de bon sens. Des fois, l'homme n'a pas de bon sens. Puis là, je pèse mes mots, je dis l'homme n'a pas de bon sens. Hein, parce que j'ai rarement vu une femme, moi, qui capture un jeune garçon pour l'exploiter. Là. Non. Ça arrive pas souvent. On s'entend. Puis en même temps, le monsieur dont tu parles, il s'est peut-être servi de ça pour faire un coup de marketing. Dire, c'est sûr que me faire parler de moi parce que je vais dire ça, je vais vendre des BD. C'est sûr mais là, que ça s'est reviré contre lui, sûrement. Il y a le vieux dicton qui dit parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Ouais, mais là... Ah ouais, rose le débat, là. Ouais. Je vais y aller avec mes ça m'allume. OK? La fausse bande-annonce de Star Wars Anime. Hey, c'était beau, hein? OK? C'est une fausse bande-annonce? Oui, c'est quelqu'un qui a fait une bande-annonce de Star Wars comme si c'était un animé japonais. OK. Ah, moi, j'ai eu les frissons. Ah, il y a du travail en arrière de ça. Ça n'a pas de bon sens. Mais un animé des années 80, là. Donc, parce que c'est sorti en 77, 78? 77 Star Wars. C'est comme si, au lieu d'avoir été un film, ça avait été un animé japonais. Ça donne quasiment le goût de voir le film au complet de cette façon-là. Parce que tout est là-dedans. Mais même les voix sont en japonais. Sous-titré, là, c'est vraiment fait comme si... si Star Wars avait été un animé japonais, ça aurait été comme ça. Et aussi, le retour de Sistine. Vous rappelez-vous de cette télésérie-là à Télétoon? Oui. C'est des ados dans un centre d'achat. OK? Dessin animé? Oui, dessin animé. Non, là. Je me souviens de ça. T'en as une qui c'est la blondinette qui est peut-être pas toujours allumée. Là. Elle travaille avant de la limonade dans un gros citron, comme l'orange Julette dans le temps. Là. T'as le gars macho qui perd tous ses jobs. T'en as un, il prend pas de drogue, mais il a l'air. OK. Bon, mais eux autres, ils crèchent là, au centre d'achat. OK? Ils sont toujours là. Ils font leur social là. Ils travaillent là. Bon, donc, ils ont refait un épisode que j'ai visionné cette semaine. Et là, oui, c'est Sistine, mais ça fait 2 ans. Donc, ils sont rendus qu'ils ont 18 ans. OK? Donc, ils peuvent voter. Puis là, ils se mettent à dire faut voter, ça va être les élections de mi-mandat. Donc là, ça se met à parler d'élections, puis de Trump, puis il y en a qui disent oui, il a décidé qu'il faisait ça, puis il va le faire. Puis là, il y en a un autre qui a peur, faut pas voter pour lui, puis ça arrête pas pantoute. Mais là, moi, j'avais lu un peu avant, donc j'étais pas si mal à l'aise que ça. C'est que tu te mets à regarder ça, puis tu te dis ouais, mais Sistine, c'est canadien. OK, c'est une série canadienne, ça. Il parle de Trump. C'est ça. Mais justement, à la fin, parce que là, ça se transforme quasiment en message d'intérêt public, cette affaire-là, t'as le plus brillant de la gang qui a des broches puis des boutons, évidemment, là, qui dit « J'aimerais vous rappeler que vous êtes Canadien, vous pouvez pas voter aux élections de mi-mandat. » Puis, c'est correct d'abord, puis tout le monde s'en retourne chacun de leur côté. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun, qu'on ramène ça. Les dessins, c'était pareil, il y avait rien de changé, c'était le même genre d'humour. Ce qui m'éteint, j'aimerais qu'on parle de maquillage de clown. Attends, parce que là, il faut faire attention. Moi, j'ai un ça m'allume, mais je sais pas si on parle de... Ça t'allumera. OK? Ça n'implique que moi-même. Ronald McDonald. Je l'ai trouvé bonne, celle-là. Bon. Pour moi, le Joker n'a jamais été maquillé comme un clown. OK? Jamais. Il y a eu plein de clowns autour de lui. Le Joker n'a jamais été maquillé comme un clown. Donc, quand je vois le Joker maquillé comme un clown, ça m'allume pas pantoute. OK? Sauf aujourd'hui, il y a une autre séquence qui a coulé, là, une séquence de tournage, là, que là, il est vraiment en clown dans une boîte téléphonique. Mais il est découragé, il tombe le front dans vite, il perd sa perruque, il perd son nez. OK? Donc là, il n'y a plus de nez rouge, là. Est-ce qu'il va rester comme ça? Ben, en tout cas, tout ce qu'on nous a montré, il y a le nez rouge. OK. Mais faut attendre aussi, hein. Des fois, ça peut être un flashback qui va dans le temps qu'il était un clown. Ça sera ce que ça sera, j'ai aucune espèce d'idée. Mais... moi, quand on me dit « Ouais, mais il faut essayer des nouvelles affaires, on peut y en mettre un. Regarde, on peut mettre un tutu à Batman, ça veut pas plus dire que c'est une bonne idée. » Mais est-ce que Joker a déjà été un clown dans BD?
Ben, c'est parce que c'est un personnage à la base qui se sert de ce style-là, parce que oui, c'est un clown. C'est un clown au départ. Ouais. Ben, c'est un clown dans le sens qu'il est maquillé. Ouais, c'est ça. Parce que Jack Nicholson, on l'a dit que c'était un clown, là aussi. Oui, là. mais ils ont jamais... Il n'y a jamais eu de triangle rouge autour de la bouche. Là. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais bon, laissons la bande-annonce. Peut-être la bande-annonce. Non, mais là, je chiale pour chialer. Là, non, mais c'est vrai qu'elle ressemble à Ronald là. McDonald aussi. Sérieusement, là, quand t'as dit ça, là, ça a fait... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des ressemblances avec le Batman de Marini, ou surtout au niveau des yeux. Ouais, mais le Batman de Marini, il y a les lèvres rouges. Point. Ouais. Okay, mais moi, j'ai vu des extraits avec pas de nez rouge, là. OK. Ouais, c'est ça, là. Mais moi, ce qui m'a impressionné, puisque je l'ai dit, c'est dans le petit vidéo Twitter où on le voit vraiment comme devenir clown, devenir avec son maquillage et tout ça. Puis là, il rit, puis à la fin, il te fait un regard, là. Mm-hmm. Ah non, psychopathe de tueur. C'est un bon acteur. Rien que dans ce regard-là, moi, c'est ça qui m'a allumé, parce que je me suis dit, ils ont compris le concept du personnage, que il est pibolaire fois 1000, là. Je veux dire, c'est un gars qui peut venir te voir et il peut te jaser pendant une demi-heure, n'importe quoi. C'est une autre place où on va peut-être voir Batman. Ben, en tout cas, on a vu un extrait où il y a une grosse pancarte où il dit que c'est de la faute de Batman. OK. Bon. T'avais Thomas Wayne. T'avais la pancarte, c'était marqué Thomas Wayne. Ben oui, Thomas Wayne pour maire. Qu'est-ce que Thomas Wayne vient faire là? Ben, il y avait ça de marqué, là, sur la pancarte. Fait que c'est pour ça que je te dis pas attendre. Ça va finir que tout ça, c'est la faute de Flash. Ah, pourquoi pas? Non, moi, ce que j'espère, oui pis non, là, c'est que ça se finit par son fils qui se fait tatouer un sourire sur la main en faisant et que la naissance du Joker qu'on a vu, c'est le Joker de Suicide Squad. Avec marqué Dommage sur son front. Ouais. Bon, demande-moi donc, c'est quoi mon Samalume? C'est quoi ton Samalume pis tes Samétins si t'en as? Ben, j'ai peut-être un demi-samétain. Ben, écoute, je veux rester dans le Joker. Moi, il y a quelque chose qui m'allume dans le Joker. De un, je trouve que ça fait une production très indépendante un peu. On est loin des 300 millions puis des 400 millions qu'on met sur un film. Je trouve qu'il y a quelque chose de indépendant, de pas amateur, mais tu vois là que on n'est pas dans le léchage là tu sais, c'est pas parfait. Il y a des ingrédients là-dedans. C'est pas ça que je dis. C'est ça. Joaquin Phoenix, jusque de ce que je vois, semble très bien jouer le rôle. Autant sans maquillage qu'avec maquillage. Déjà en partant, il me fait oublier Jared Leto. Déjà en partant. Donc, là, on part de Jack Nicholson, Heath Ledger, puis on sort avec Joaquin Phoenix. On n'a pas oublié César Romero aussi. Mais tu vois qu'il y a un mélange d'un peu de ces trois-là. Mais pour le temps, c'était le Joker de ce temps-là. C'est ça. Mais on retrouve un petit peu de ces trois là-dedans dans le Joker. Les cheveux longs verts à la Heath Ledger, le maquillage, bon, tout ça. Autre chose aussi... moi, c'est drôle, hein? Bon, vous savez que j'haïs pas les clowns. J'aime ça, les clowns, OK? Donc, déjà, en partant, quand j'ai vu ça, je dis, OK, intéressant. Ça fait changement. C'est pour ça que j'ai posé la question à Marc tantôt si on avait déjà eu une BD à saveur de clown. Ben oui, il y en a eu. Ouais, non, mais avec Joker. Oui. OK, avec un nez rouge? Non, Nero, je m'en souviens pas, honnêtement. Mais c'est sûr qu'il y a une attitude de clown, il l'a. C'est ça, mais si l'habit, le veston mauve, vert, ça c'est ça. Non, ça, quand j'ai vu l'habit, c'était déjà moins pire. Ça fait déjà Joker, OK? L'image où on le voit, il est devant un clown bedonnant en camisole avec le nez, puis il la regarde, puis il rit. Ça fait Joker pour moi, tu sais, OK. Là où j'ai un léger samétain, c'est là on pousse beaucoup dans la publicité, des photos, des extraits, on en montre un petit peu à tous les jours. J'ai peur qu'à un moment donné, le monde s'écœure là aussi. Marketing là. Très viral. Ouais, très viral, peut-être trop viral. On en montre beaucoup. Il y a du monde qui sont déjà désenchantés parce que c'est un clown. Je pense qu'on aurait peut-être pu se garder une petite gêne un petit peu. Ouais, mais on a montré beaucoup d'Infinity War pis c'était même pas dedans. Tout à fait. Est-ce que ça pourrait être une possibilité qui soit ça pas là? Ça se peut, comme ça peut être vrai. Mais gardez-vous une petite gêne, montrez-en, mais pas trop. Là. Maintenant, le monde va être saturé, là, puis ils auront peut-être même plus le goût de le voir. Là. Fait que c'est le même que je le vois. Okay. Moi, mon hypothèse que je vois, je sais pas où est-ce qu'ils vont prendre l'histoire, mais pour l'instant, ce que je peux voir, c'est que
On a eu 4 différents Jokers, totalement différents. On a eu César Romero qui était vraiment le côté clowniste. Ouais. On s'entend. On a eu le chef de gang qui était Jack Nicholson. Le mafieux. On s'entend, c'était un chef de mafieux. Ah ouais. On a eu le psychotique psychopathe de Heath Ledger. Puis on a eu un peu plus le pimp, un peu plus le chef, un peu plus de à cause dans je les te dirais coins. fou, ouais, dans le 4e. Moi, j'ai l'impression que si les scénaristes ont été intelligents, ils vont nous donner vraiment un Joker qui va avoir ces 4 personnalités-là à l'intérieur puis qui va nous les montrer dans le film. Ouais. C'est-à-dire que un peu comme ce que Marini a fait dans sa Ouais. BD. Ah ouais. Marini, sa BD, on le sent très bien que le Joker, à un moment donné, il est complètement clown. Il fait n'importe quoi, il est drôle, il rit, il est même sympathique. À un moment donné. Mhm. Puis à un moment donné, il vit complètement fou, psycho, un agent du chaos, il fait absolument tout pour rien, il tue du monde dans la rue, on sait même pas pourquoi. Mark Hamill. Exactement, Mark Hamill était exactement ça. Alors s'ils se sont collés sur ce style de Joker-là, Non, moi, ça va être très bon. Le Joker de Mark Hamill là, dans les dessins animés, moi, le meilleur. c'est Ah ouais. celui-là que je veux, moi. C'est le meilleur. De toute la gang, c'est le meilleur. Mais je pense que avec la fin de Justice League, je pense que là, il repart tranquillement avec un. Ah non, ça n'a aucun lien, ça. Je pense que ça n'a aucun lien avec c'est des complètement à part. Donc c'est plus un film indépendant, Ouais, entre ben, guillemets. Ou s'il y a un lien, c'est comme j'ai dit tantôt, on va assister à la naissance de Flashpoint. du Joker de Suicide Squad. Ah non, je pense pas, moi. C'est bon. Tout le long du film, c'était son père. Non. Mais ce qui est bizarre, Non, c'est mais que j'espère avoir tort, là. mais Vraiment. ce qui est bizarre, c'est que le film semble se passer plus dans les années 80. Ben, je pense que c'est vraiment l'origine du Joker. Là. Ils vont jouer dans l'origine du Joker. Mhm. Ah ouais, tu penses Comment que c'est il là- est devenu le Joker. Là. Mais l'origine du Joker, c'est quand Batman est là. Ouais, parce qu'il n'existe pas le Joker. Mhm. Il est dans sa tête. Donc ça n'a aucun lien avec le Joker de Gotham City. Ben Ah, oui. de la télésérie Gotham, non, pas du tout. Non, absolument pas. Non. Donc c'est pas un prisonnier, puis On sait pas. Non, dans Gotham, il était dans un cirque. oui, Ouais. ok, c'est vrai. Donc ça veut pas nécessairement dire dans ce film-là, il va tomber dans l'acide. Non, Non, pas nécessairement. pas Il nécessairement peut, non il peut plus. être blanc parce qu'il est clown. Il peut tout Ça simplement peut être se maquiller. juste se maquiller. Puis je vais il y a bien- je vais vendre un petit punch, là. Mais le Joker de Marini, il se maquille. Tout à fait. Oui, c'est vrai, effectivement, on Ouais. le voit assis là. Ouais. Il Donc cache, il y a plus de lien avec. il cache sa tâche de naissance. Ouais, j'ai pas vu le deuxième encore là, mais bon. Non, Mais c'est- Ça veut dire qu'est-ce qu'il y aurait eu le consentement de Marini pour Non, faire un film non, dans non, ce non, Parce que non. là, ça a l'air à s'inspirer de. Non, Ben, non, parce que Parce qu'il est Marini... plus démaquillant en clown, mais c'est peut-être. parce que là. Marini s'est inspiré de plusieurs Jokers qui font en sorte qu'eux autres vont faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est tout relié, là. Ah ouais. Mais tu sais, je veux dire, il ressemble beaucoup au Joker de Killing Joke aussi, là. Mhm. Ouais. Oui. En Oui. tout cas, j'ai bien Tu hâte sais, de. c'est... Ah ouais. J'ai bien hâte de voir Il y a la tellement bande-annonce, puis je sais pas, mais ce film-là m'allume beaucoup, parce que je trouve qu'on a quelque chose de différent des autres films de DC. Je trouve que la facture visuelle est différente, est accrocheuse. C'est intriguant. Est intrigante, voilà le bon mot. Et Joaquin Phoenix, jusqu'à date, de les photos qu'on voit, semble convaincant. Ben, Je pense que ça peut être une belle surprise pour l'année 2019. Ben, moi, ce que je disais dès le départ, quand je voyais les ingrédients avant de voir le nez rouge, c'est les affranchis avec un clown. Ouais. Les affranchis, c'était Martin Scorsese, Ouais, c'est ça, là. qui est producteur et non pas réalisateur, mais il est quand même producteur du il y a Joker. Robert De il a mis Niro sa est là-dedans. Robert De Niro est là-dedans. Tu sais, c'est pas Non, n'importe c'est qui, là. c'est les affranchis avec un clown. S'il est là-dedans, c'est parce qu'il a cru à ce projet-là. Parce Non, que ouais. Martin Scorsese... Oh, sait il peut pas- croire à son chèque de paye aussi, là. Ouais, ben pas rendu à cet âge-là. Là. Où est-ce qu'il est rendu là? Ouais, puis je pense pas qu'il y ait un super gros budget, comme j'ai dit tantôt. Je Ben pense ça, pas que les c'est effets spéciaux, je pense pas. Là. Il se tirera pas des lasers là-dedans. Non, c'est ça, là. Puis tu vois, c'est du Non, vrai avec une fleur maquillage. qui tire de l'acide. Là, Ouais, à c'est part de ça, là. Non, un ça... petit peu de fumée. Puis... Non, je pense que ça a été la semaine de Joker. Là. Je pense que ça, Ouais. ça a comme réveillé un peu le petit côté Non. qu'on s'ennuyait un peu là, de Marketing viral. C'est ça. marketing viral. Voilà. Qui arrête ça, là, puis qui commence à nous sortir des séquences de tournage de Dora. Là. Ou d'Aquaman. Hey, ça, j'ai Ouais, vu la... Aquaman, on n'entend plus parler. Disparu dans la map. Aquaman est en Quoi train qu'on a eu Dark Phoenix hier, qui m'a laissé un peu sur Ouais. ma faim. Ouais. J'aurais aimé avoir un petit extrait de sa super puissance, mais dans l'extrait, dans la bande-annonce, je trouve qu'on essaie de démontrer qu'elle est pas plus forte que Charles.
dans l'extrait de la bande-annonce. J'ai l'impression qu'elle nous... Mais je suis sûrement convaincu qu'elle est plus puissante. Mais j'aurais aimé ça avoir un extrait dans la bande-annonce sans nécessairement tout voiler. Tu l'as vu, l'extrait dans le dernier... Dans le film Apocalypse, Semaine Apocalypse. Ouais, mais ça a été court. Mais c'est ça. Mais prends ça, multiplié par 1 million, puis c'est Dark Phoenix. C'est une entité cosmique. Là. C'est que j'ai pas l'impression, à date, avec tous les films de cette bande de X-Men-là, qu'on s'est attaché à ces X-Men-là. Non. Ben, en fait, le film qu'on s'est le plus attaché, selon moi, c'est First Class. Oui. Le premier, j'ai bien aimé ça. Et après, ça a été... Puis c'était même pas le même réalisateur. Puis depuis ce temps-là, je trouve que là, après, il y a eu l'autre, là, puis ça a tombé dans le facile. Ça reste des bons films de divertissement, mais on dirait qu'il n'y a pas la magie des X-Men. Non. C'est vrai. Il y a le premier qui était vraiment intéressant. C'est ça. Mais de toute façon, ça va se finir avec lui. Puis après ça, Marvel va restarter ça là, dans le MCU. Dark Phoenix, c'est une entité cosmique, là. Ouais. C'est comme d'un autre niveau, là. Ouais, absolument. C'est comme même force que Galactus, là, cette gang-là. Là. Okay. Mais c'est vrai, tu dis probablement c'est le dernier, puis après Kevin Feige va partir avec quelque chose. Exactement. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas sorti la phase 4 encore. Ah, peut-être. Moi, avec les prochains films, là, je peux enfin rêver de Hulk Wolverine et de Hulk Thing. Oui. Ou Avengers contre X-Men. Hey. Non, la photo, cette photo-là. Hulk Wolverine, mais Hulk la chose. Ouais, eux autres, ils ont eu des combats épiques entre les moi, deux. Hulk la chose, je veux voir ça à l'écran au moins une fois dans ma vie. Là. La chose n'est pas de taille, là. Il en perd tout le temps, mais tellement... il est tellement persévérant, il y a tellement de volonté de faire qu'il continue, puis qu'il continue, puis it's clumbering time. Non, ce qu'on a vu entre Iron Man et Hulk, là, ça c'est rien. C'est de la petite bière. Okay. C'est rien. Alors, ça veut dire que selon moi, si on fait une grosse finale X-Men contre Avengers, on va nous sortir des films solo qui vont relier toute cette gang-là pour faire ce gros film. Donc, est-ce qu'on peut espérer le retour de Hugh Jackman? Il l'a dit, non, je pense pas. Non, il a dit que c'était fini. Il a dit, si on s'en va, je serais peut-être prêt on repart avec d'autres X-Men. Je suis pas mal. Oui, moi je pense que ça va être un reboot total, mais la petite fille qui joue Jeanne Grey, là, c'est Sophia Turner, je crois. Oui, dans celle de Game of Thrones. Honnête, moi, dans la bande-annonce, là, moi j'étais par terre. J'ai trouvé qu'elle avait surtout au niveau de l'expression visuelle, là. Si à un moment donné, tu vois qu'elle est troublée, là, puis tu le sens, là, qu'elle contrôle rien, puis qu'elle se laisse envahir selon elle, malgré elle, par le pouvoir, là, puis qu'elle contrôle rien, là. Moi, tu penses qu'on va aller chercher de nouveaux personnages de X-Men? Oui. Mais pourtant, comme tu disais avec Batman, c'est les plus importants qui devraient être là. Non, on parle d'autres acteurs. Ah, OK, on va revenir avec Wolverine, mais avec d'autres acteurs. Oui. Okay. On va repartir les X-Men dans le MCU avec d'autres acteurs. C'est ça. Mais c'est sûr que Wolverine est là. Il va être dur, honnêtement, il va être dur à remplacer sérieusement. Personne n'est remplaçable. On disait ça de Sean Connery, on disait ça de Roger Moore. Ouais. Alors, allons-y. Ma prédiction, j'aimerais ça soit Tom Hardy. Ouais, on disait ça de Christian Bale, puis regarde, ils ont pris Ben Affleck. C'est vrai. Mais ça, c'est rien que moi qui l'aime pas. Majoritairement, le monde l'ont bien aimé, mais ça, moi, regarde. T'as le droit. On parle-tu du podcast 59? T'avais-tu un Jean Samétain? Ah, c'est vrai? C'était ça, le Samétain. Okay. C'était de dire qu'on en faisait peut-être un petit peu trop. On en montrait un petit peu trop. Il faudrait peut-être slacker avant qu'on se désintéresse. OK. Je veux qu'on parle des tunes. Oui. Podcast 59, là. Des tunes de films, des tunes mais vraiment des tunes de films, télé, jeux vidéo. Est-ce qu'on a un invité? On s'arrangera bien pour en trouver un. Tu sais de qui je parle? Je pense qu'on va s'en trouver un. J'aimerais bien ça qu'il soit là. Oui, parce qu'en plus, le film, je ne sais pas comment il s'appelle en français, Dazed and Confused. C'est La tête dans les nuages. La tête dans les nuages. 25 ans cette année. 25 ans cette année, la trame sonore de ça. Là. Non, c'est parce qu'il y a du Kiss. Il y a pas mal d'affaires. Il y a Scooper, il y a Slow Ride. Il y a Slow Ride. La biographie de Queen. C'est vrai. Donc tout ça mis ensemble. C'est vrai. Bohemian Rhapsody, ça s'en vient aussi. Ah oui, ça aussi. Fait que je trouve que c'est une bonne. Ça a-tu l'air intense? Oui. Ça a l'air, l'acteur a l'air vraiment de l'avoir là-dessus. Copier-coller, là, c'est pareil. Puis là, en plus, mon pop de Purple Rain devrait arriver en magasin aussi d'ici ce temps-là. Là.
On va l'avoir en... Purple Rain. Ah, est-ce que j'appelle Turtle Brain. Est-ce qu'on te soumet nos tunes puis tu vas nous en faire ça va être quelque chose comme ça. Ouais. On n'ira pas là, chacun notre partie, là, ça va être chacun nos tunes. Ouais, parce que là, des chansons de littérature. 3 ou 5. On s'en reparlera. Okay. On s'en reparlera. Donc, musique niveau 2 au prochain podcast. Les tunes. Suivez-nous sur notre page Facebook ou directement sur Podcast Décrinqué pour un website. Salut!